Les flammes dévoraient le moulin comme une bête affamée, leurs langues oranges léchant les poutres noircies, tandis qu'Élise Marceau regardait s'effondrer les derniers vestiges de son enfance. La fumée âcre piquait ses yeux, mais ce n'était pas elle qui lui arrachait ses larmes amères. À 19 ans, elle venait de perdre le seul refuge qui lui restait dans ce monde impitoyable. « Sainte Vierge, ayez pitié de nous », murmurait sa mère, Margot, ses doigts déformés par l'arthrite serrant un chapelet usé. Aveugle depuis l'épidémie de variole qui avait emporté son mari 3 ans plus tôt, elle ne pouvait voir la catastrophe, mais elle en sentait l'odeur de cendre et de désespoir. Élise passa un bras protecteur autour des épaules frêles de sa mère. « Ne vous inquiétez pas, maman. Nous trouverons une solution. » Les mots sonnaient creux dans sa propre bouche. Comment pourrait-elle survivre maintenant? Le moulin délabré était leur dernière possession, leur unique source de revenus, même maigre. Autour d'elle, les villageois de Briac-sur-Roche s'étaient rassemblés pour contempler le spectacle. Certains murmurèrent des prières, d'autres hochèrent la tête avec cette satisfaction morbide que procure le malheur d'autrui. Élise reconnaissait leur regard, un mélange de pitié condescendante et de soulagement de ne pas être à sa place. « Non, c'est un châtiment divin », déclara d'une voix forte Père Augustin, le curé du village, ses joues rougeaudes, luisant de transpiration dans la chaleur du brasier. « Les Marceau ont vécu dans le péché depuis trop longtemps. Cette fille travaille le dimanche, et sa mère pratique encore les anciennes superstitions. Dieu nous montre sa colère. » Les murmures d'approbation fusèrent parmi la foule. Élise serra les dents, ravalant la réplique cinglante qui lui brûlait les lèvres. Elle avait appris depuis longtemps que se défendre ne faisait qu'aggraver leur situation. Dans ce village où la moindre parole pouvait vous marquer comme hérétique ou rebelle, le silence était la seule armure des pauvres. « Voyez comme elle nous défie du regard », continua le prêtre, pointant un doigt accusateur vers elle. « Ah ben, cette orgueilleuse refuse de s'humilier devant la volonté divine. » Monsieur Beaumont, le maire du village, s'approcha avec l'air grave d'un homme qui s'apprête à rendre un verdict. Ses vêtements de bourgeois prospères contrastaient cruellement avec les haillons d'Élise. « Ma pauvre enfant, que vas-tu faire maintenant? Tu n'as plus rien. » La question était posée avec une fausse compassion qui dissimulait mal la curiosité malsaine. Élise savait qu'il espérait la voir s'effondrer, supplier, ramper. Cela divertirait les villageois pendant des semaines. « Nous nous débrouillerons, monsieur le maire », répondit-elle d'une voix aussi ferme que possible, bien que ses genoux tremblassent sous sa robe rapiécée. Un rire gras s'éleva de la foule. C'était Gaspard Moureau, l'aubergiste dont la bedaine secouait ses bretelles. De débrouiller? Et comment donc? En mendiant de porte en porte, en ramassant les restes comme des chiens? Sa mère resserra son étreinte sur son bras. « Élise, ma chérie, peut-être devrions-nous accepter l'aide qu'on nous propose. » Mais quelle aide? Élise regardait ses visages fermés, ses yeux où brillait plus de curiosité que de charité véritable. Elle connaissait cette communauté depuis sa naissance. Il la laisserait mourir de faim avant de lever le petit doigt, à moins que cela ne leur rapporte quelque chose en retour. « Il existe peut-être une solution », dit soudain une voix rauque. Tous se tournèrent vers Madame Bertrand, la veuve qui tenait l'épicerie du village. C'était une femme sèche et anguleuse, au regard perçant, qui semblait toujours savoir tout ce qui se passait à Briac-sur-Roche avant que cela n'arrive. « Une solution ?» répéta Élise, méfiante. La veuve s'approcha, ses sabots claquant sur les pavés inégaux. « J'ai eu vent que quelqu'un cherche une épouse dans la région. Un homme, disons, pas très regardant sur la beauté ou la dot. » Le cœur d'Élise se serra. Elle avait toujours redouté ce moment, sachant qu'un jour ou l'autre, quelqu'un proposerait de la caser avec le premier venu. « De qui parlez-vous » demanda Margot d'une voix tremblante. « Mathurin Féraud, celui qui vit dans l'ancienne maison des Dumont au chemin des Mésanges. Il est, comment dire, il n'est plus tout jeune, et la nature ne l'a pas gâté, mais il a de quoi nourrir une femme et sa belle-mère. » Élise connaissait cette maison isolée, nichée entre les collines stériles. Elle connaissait aussi la réputation de son occupant, un être solitaire et repoussant que les enfants fuyaient en courant. On racontait qu'il ne sortait que la nuit, qu'il parlait tout seul, qu'il cachait des secrets innommables. « Non, dit-elle fermement, je ne me marierai pas avec cet homme. »
Tu n'as pas le choix, s'exclama Père Augustin. C'est un miracle qu'il accepte une fille comme toi, une pauvresse sans dot, sans famille respectable. Tu devrais remercier le Seigneur à genoux. La foule approuva bruyamment. Certains commençaient même à s'échauffer, comme si le refus d'Élise était une offense personnelle. « Ma fille, murmura Margot en serrant sa main, si nous refusons, où irons-nous? L'hiver approche, nous n'avons plus de toit. » Élise ferma les yeux, sentant le poids de la résignation s'abattre sur elle comme une chape de plomb. Autour d'elle, les murmures continuaient, mélange de reproches et de conseils hypocrites. Le moulin achevait de se consumer dans un crépitement sinistre qui semblait sceller son destin. Quand elle rouvrit les yeux, son regard croisa celui de Madame Bertrand. Dans ses prunelles froides, elle lut une détermination implacable. Cette femme avait déjà tout arrangé, elle en était certaine. Le mariage aurait lieu, que cela lui plaise ou non. « J'accepte », dit-elle d'une voix à peine audible. Un murmure de satisfaction parcourut l'assemblée. Père Augustin joignit les mains avec une joie non dissimulée. « Parfait, la cérémonie aura lieu dimanche prochain. Mathurin Féraud sera informé dès ce soir. » Élise regarda une dernière fois les ruines fumantes du moulin. Dans ses cendres s'éteignaient ses dernières illusions d'une vie différente. Dimanche, elle deviendrait l'épouse d'un inconnu au visage hideux, dans une maison isolée où personne ne l'entendrait crier. Le vent d'automne souffla sur Briac-sur-Roche, dispersant les dernières braises. L'hiver s'annonçait long et impitoyable. Les 5 jours qui séparaient Élise de son mariage s'écoulèrent avec la lenteur d'un supplice. Réfugiée dans une chambre minuscule au-dessus de l'auberge de Moureaux, elle et sa mère survivaient grâce à la charité embarrassée de quelques voisines qui leur apportaient des restes de pain rassis et de soupe froide. « Tu verras, ma chérie », murmurait Margot en caressant les cheveux emmêlés de sa fille. « Peut-être que cet homme n'est pas si terrible. Parfois, la laideur du corps cache une belle âme. » Élise ne répondait pas. Elle passait ses journées à la fenêtre, observant les allées et venues du village, espérant apercevoir celui qui allait devenir son époux. Mais Mathurin Féraud demeurait invisible, comme s'il n'existait que dans les murmures inquiets des commères. Ce fut Madame Bertrand qui lui apporta les premiers détails concrets, un matin où la brume d'octobre enveloppait les toits d'ardoise. « Il est venu hier soir au presbytère », annonça-t-elle en déposant un panier de légumes flétris, « pour discuter des arrangements avec Père Augustin. » « Comment est-il » demanda Élise malgré elle, la gorge serrée par l'appréhension. La veuve pinça les lèvres. « Disons qu'il n'est pas plaisant à regarder. Grand, voûté, le visage ravagé par la petite vérole. Il portait un manteau noir qui le couvrait presque entièrement. Et cette voix, elle frissonna théâtralement. Grave et rauque, comme s'il avait avalé du gravier. Margot serra la main de sa fille. « Mais il a accepté de nous prendre en charge toutes les deux. Oui, et sans exiger de dot. C'est même lui qui paiera la cérémonie. » Madame Bertrand marqua une pause, savourant son effet. Père Augustin dit qu'il lui a remis une bourse pleine d'écus d'or. D'où peut bien venir tout cet argent? La question flottait dans l'air comme une menace. Dans un village où chacun connaissait les revenus de son voisin, la richesse inexpliquée était suspecte. Élise sentit un frisson d'inquiétude lui parcourir l'échine. Que cachait cet homme mystérieux? Il a dit quelque chose d'autre, insista-t-elle, qu'il souhaitait que le mariage ait lieu au lever du soleil, avec le minimum de témoins. Pas de festivités, pas de banquet, juste la bénédiction et les signatures. Madame Bertrand se pencha vers elle, baissant la voix. Et il a précisé qu'après la cérémonie, vous partirez immédiatement pour sa demeure. Plus personne ne devra vous déranger. Ces mots résonnèrent dans le silence comme un glas. Élise comprit qu'elle allait disparaître de la vie du village, s'effacer comme si elle n'avait jamais existé. L'isolement qui l'attendait lui parut soudain plus effrayant que la pauvreté. Le samedi soir, Père Augustin monta les voir pour les préparer à la cérémonie. Son visage rubicond affichait une satisfaction béate qui déplut immédiatement à Élise. « Mes enfants, déclara-t-il en s'installant lourdement sur l'unique chaise de la chambre, « demain sera un grand jour. Grâce à la providence divine, vous échappez à la misère et au déshonneur. »« Mon père » osa Margot d'une voix hésitante, « cet homme, Mathurin Féraud, vous le connaissez depuis longtemps ?» Le prêtre parut soudain mal à l'aise.
Il vit dans notre paroisse depuis, 3 ou 4 ans. Il est arrivé après la mort de son oncle, pour hériter de la propriété. Un homme discret qui fait ses dévotions en privé. D'où vient-il? Insista Élise. Du sud, je crois. Il a mentionné Narbonne, ou peut-être Toulouse. Père Augustin évitait son regard. L'important, c'est qu'il soit un bon chrétien, disposé à vous offrir un foyer honorable. Mais Élise lisait dans ses yeux une nervosité qu'il tentait vainement de dissimuler. Le prêtre en savait plus qu'il ne le prétendait, elle en était certaine. Quand il fut parti, la laissant seule avec sa mère, Élise se dirigea vers la fenêtre. Au loin, par-delà les collines dénudées, elle apercevait les cheminées de la maison Ferraud qui fumaient dans la nuit. Une lumière jaune brillait à l'une des fenêtres de l'étage, solitaire et inquiétante. « Il nous observe peut-être », murmura-t-elle. « Qui cela, ma chérie ? Mon futur époux. Je me demande ce qu'il pense de ce mariage, s'il a peur lui aussi. » Margot se leva péniblement et vint se placer près d'elle. « Tu sais, Élise, parfois les unions arrangées deviennent de vrais mariages d'amour. Ton père et moi, eux de papa étaient beaux, généreux, et il vous courtisait depuis des mois avant que grand-père accepte sa demande. » L'interrompit Élise avec amertume. « Ce n'est pas la même chose. » Un long silence s'installa entre elles. Dans la rue, un chat miaula lugubrement, et le vent fit grincer les volets mal fermés de l'auberge. « J'ai peur, maman, » avoua finalement Élise dans un souffle. « Et si c'était un homme violent? Et s'il me battait? Et si... » « Chut, ma chérie !» Margot la prit dans ses bras comme quand elle était enfant. « Tu es forte, bien plus forte que tu ne le crois. Tu survivras, quoi qu'il arrive. Et moi, je serai là pour veiller sur toi. » Mais ses mains tremblaient en caressant les cheveux de sa fille, et Élise comprit que sa mère était aussi terrifiée qu'elle. Cette nuit-là, elle ne parvint pas à trouver le sommeil. Allongée sur la paillasse, inconfortable, elle imaginait l'homme qui l'attendait dans sa demeure isolée. À quoi ressemblait-il vraiment? Pourquoi acceptait-il d'épouser une inconnue sans dot? Et surtout, d'où venait cette fortune qui permettait d'acheter le silence du curé et l'obéissance du village? Vers 3 heures du matin, elle entendit des sabots claquer sur les pavés. Se glissant jusqu'à la fenêtre, elle écarta prudemment le rideau déchiré. Une silhouette encapuchonnée traversait la place du village, montée sur un cheval noir. L'homme était grand, massif, et se déplaçait avec une assurance qui contrastait avec la description qu'on lui avait faite de Mathurine Ferraud. Le cavalier s'arrêta devant l'auberge et leva la tête vers sa fenêtre. Dans l'obscurité, Élise ne distinguait pas son visage, mais elle sentit son regard peser sur elle comme une caresse glacée. Puis, il éperonna sa monture et disparut dans la nuit, laissant derrière lui le mystère de sa visite nocturne. Au petit matin, quand Madame Moureau monta leur apporter du lait chaud, elle trouva Élise debout devant la fenêtre, pâle comme un linge. « Tu as mal dormi, ma pauvre ?» demanda la femme de l'aubergiste avec une compassion teintée de curiosité malsaine. « Madame Moureau, » murmura Élise, « cette nuit, un cavalier s'est arrêté devant l'auberge. Vous l'avez vu ?» La femme écarquilla les yeux. « Un cavalier? Non, je n'ai rien entendu. Tu as dû rêver, ma petite. Les nerfs, sans doute. » Mais Élise savait qu'elle n'avait pas rêvé. Quelqu'un était venu l'observer dans la nuit, quelqu'un qui connaissait ses habitudes et savait où la trouver. Dans quelques heures, elle serait mariée. L'aube se levait sur Briac-sur-Roche, teintant les toits d'une lueur rosée qui ne parvenait pas à réchauffer le cœur d'Élise. Son destin l'attendait dans l'ombre des collines, et elle n'avait plus d'autre choix que de l'affronter. L'église Saint-Martin n'avait jamais semblé si lugubre qu'en ce dimanche matin, quand les premiers rayons du soleil peinaient à percer les vitraux poussiéreux. Élise se tenait devant l'autel, vêtue de l'unique robe décente qu'elle possédait, un tissu de laine brune que sa mère avait retouché à la hâte pour dissimuler les reprises les plus voyantes. Père Augustin officiait avec une hâte suspecte, comme s'il souhaitait en finir au plus vite avec cette union. Ses mains tremblaient légèrement en feuilletant son missel, et Élise remarqua qu'il évitait soigneusement de regarder l'homme qui se tenait à ses côtés. Mathurin Ferraud était encore plus impressionnant qu'elle ne l'avait imaginé. Grand, presque 2 mètres, il dominait l'assemblée de sa stature massive. Son visage était en effet ravagé par la variole, creusé de cicatrices profondes qui lui donnaient l'apparence d'un masque grotesque.
Ses cheveux noirs, striés de gris prématuré, étaient tirés en arrière et noués à la nuque. Mais ce qui troublait le plus Élise, c'étaient ses yeux, d'un bleu perçant, intelligent, qui semblait voir bien au-delà des apparences. Il portait un costume noir de bonne facture, trop élégant pour un simple fermier. Le tissu était fin, les coutures parfaites, et Élise nota que ses mains, bien que larges et calleuses, portaient une chevalière gravée d'armoiries qu'elle ne parvenait pas à distinguer. « Mathurin Féraud, prononça le prêtre d'une voix chevrotante, acceptez-vous de prendre pour épouse Élise Marceau, ici présente, pour le meilleur et pour le pire, dans la richesse comme dans la pauvreté, dans la santé comme dans la maladie, jusqu'à ce que la mort vous sépare? J'accepte, répondit l'homme d'une voix grave qui résonna dans la nef vide. Élise frissonna. Cette voix était différente de celle qu'avait décrite Madame Bertrand. Plus douce, plus cultivée, avec un accent qu'elle n'arrivait pas à situer. Élise Marceau, continua Père Augustin en se tournant vers elle. Acceptez-vous de prendre pour époux Mathurin Féraud, ici présent, pour le meilleur et pour le pire, dans la richesse comme dans la pauvreté, dans la santé comme dans la maladie, jusqu'à ce que la mort vous sépare? Un silence pesant s'abattit sur l'église. Élise sentait le regard de tous les témoins. Margot, Madame Bertrand, le maire Beaumont et quelques curieux pesaient sur elle. Son cœur battait si fort qu'elle craignait qu'on ne l'entende. « J'accepte », murmura-t-elle enfin. Les anneaux furent échangés. Celui que Mathurin glissa à son doigt était d'un or pur et fin, orné d'une petite pierre bleue qui accrochait la lumière. Trop beau, trop cher pour un homme des champs. « Vous pouvez embrasser votre épouse », déclara Père Augustin avec un empressement qui frisait l'indécence. Mathurin se pencha vers Élise. De près, elle pouvait voir que ses cicatrices étaient anciennes, peut-être de l'enfance. Ses lèvres effleurèrent sa joue dans un geste d'une douceur inattendue, et elle sentit son souffle tiède contre son oreille. « Pardonnez-moi » murmura-t-il si bas que personne d'autre ne put l'entendre. « Pardonnez-moi. Que voulait-il dire » Élise leva les yeux vers lui, mais son visage était redevenu impassible, fermé comme un livre qu'on ne peut plus lire. La cérémonie s'acheva dans une atmosphère pesante. Personne ne félicita les mariés. Personne ne souhaita de bonheur à Élise. Le maire Beaumont serra mollement la main de Mathurin en évitant son regard. Madame Bertrand marmonna quelques politesses d'usage. Et même Margot semblait pressée de quitter l'église. « Maman !» appela Élise quand elle vit sa mère se diriger vers la sortie. « Vous venez avec nous, n'est-ce pas ?» Margot se retourna, les larmes aux yeux. « Bien sûr, ma chérie. Monsieur Féraud a eu la générosité de m'accepter sous son toit. Ce sera un honneur de vous accueillir, Madame Marceau, dit Mathurin avec une courtoisie qui surprit tout le monde. Votre fille aura besoin de votre présence dans sa nouvelle vie. Sa façon de parler, son vocabulaire choisi, ses manières. Tout en lui démentait l'image du rustre que voulaient avoir les villageois. Élise commençait à comprendre qu'elle venait d'épouser un homme bien plus complexe qu'il n'y paraissait. Devant l'église, les attendait une carriole tirée par 2 chevaux magnifiques, des bêtes de race qui valaient probablement plus que tout ce que possédait le village. Le cocher, un homme âgé au visage buriné, descendit pour les aider à monter. « Bonjour, madame », dit-il à Élise avec un respect qui la surprit. « Je suis Henri, au service de monsieur depuis des années. Bienvenue chez nous. » « Chez nous ?» Ces mots résonnèrent étrangement aux oreilles d'Élise. Dans la bouche d'Henri, il sonnait comme s'il parlait d'un domaine, d'une vraie maison, pas de la bicoque qu'elle imaginait. Le trajet jusqu'au chemin des Mésanges se déroula dans un silence tendu. Mathurin était assis en face d'elle et de sa mère, le regard perdu dans la contemplation du paysage. Parfois Élise sentait ses yeux se poser sur elle, mais quand elle levait la tête, il détournait aussitôt son attention. La maison qui apparut au détour du chemin coupa le souffle à Élise. Ce n'était pas la masure délabrée qu'elle attendait, mais une belle demeure en pierre blonde, entourée de jardins soignés et de dépendances qui témoignaient d'une aisance certaine. Des rosiers grimpaient le long des murs, et des domestiques s'affairaient dans la cour. « Mon Dieu !» murmura Margot, « c'est magnifique. »« Ce n'est rien d'extraordinaire, » répondit Mathurin avec une modestie qui sonnait faux. « Mais vous y serez à l'abri, et c'est l'essentiel. » La carriole s'arrêta devant le perron.
Henri descendit prestement pour leur ouvrir la portière, et Élise nota qu'il s'inclinait légèrement devant Mathurin, un geste de déférence qu'on ne faisait habituellement qu'aux gens de qualité. « Henri vous conduira à vos appartements », déclara Mathurin en s'adressant à Margot. « Vous disposerez d'une chambre confortable au rez-de-chaussée, avec vue sur le jardin. Marie, notre cuisinière, prendra soin de vous. » Puis il se tourna vers Élise. « Quant à vous, madame... » Il sembla hésiter sur le nom qu'il devait lui donner. « Vos affaires ont été montées dans la chambre bleue, au premier étage. Nous partagerons les espaces communs, mais chacun aura son intimité. » Cette délicatesse surprit Élise. Elle s'était attendue à ce qu'il la traite comme une servante, ou pire, comme un objet qu'il avait acheté. Au lieu de cela, il lui parlait avec le respect qu'on devait à une épouse légitime. « Je vous remercie, » balbutia-t-elle. Il inclina légèrement la tête. « Je dois m'absenter quelques heures pour régler des affaires urgentes. Henri et Marie vous montreront la maison. Nous dînerons ensemble à 8 heures. » Il remonta dans la carriole et disparut dans l'allée ombragée, laissant Élise face à sa nouvelle existence. Debout devant cette demeure qui semblait sortir d'un rêve, elle se demandait dans quel monde elle venait de pénétrer. Marie, une femme ronde et souriante d'une 50aine d'années, apparut sur le seuil. « Madame la maîtresse, comme je suis heureuse de vous rencontrer enfin. Monsieur nous a tellement parlé de vous. » Madame la maîtresse. Élise faillit éclater de rire. Quelques heures plus tôt, elle était une misérable orpheline sans le sou. Et voilà qu'on l'appelait Madame la maîtresse, dans une maison qui rivalisait avec celle du maire. « Venez, » continua Marie en prenant son bras avec une familiarité chaleureuse, « je vais vous faire visiter votre nouveau foyer. Vous allez voir, c'est un endroit béni des dieux. Et monsieur, » elle baissa la voix, comme pour confier un secret, « monsieur est le meilleur maître qu'on puisse rêver. Un peu mystérieux, c'est vrai, mais si bon, si généreux. » En pénétrant dans le hall d'entrée, Élise découvrit un décor qui la stupéfia. Des tapisseries aux murs, des meubles de qualité, une bibliothèque remplie de livres reliés de cuir. Rien de tout cela ne cadrait avec l'image d'un fermier retiré du monde, qui était vraiment l'homme qu'elle venait d'épouser. La chambre bleue était un écrin de délicatesse qui coupa le souffle à Élise. Les murs tendus de soie azurée, le lit à baldaquin orné de broderies dorées, la commode marquetée où ses maigres possessions semblaient dérisoires. Jamais elle n'avait imaginé dormir dans un tel luxe. « Monsieur a fait refaire cette pièce entièrement, » expliqua Marie en ouvrant les volets pour laisser entrer la lumière dorée de l'après-midi. « Il tenait à ce que tout soit parfait pour votre arrivée. Regardez, il a même fait installer cette pendule de Paris et ce secrétaire en bois de rose. » Élise effleura du bout des doigts le meuble précieux. Pourquoi tant de soins pour une inconnue? Marie lui lança un regard étrange. Une inconnue? Mais madame, monsieur vous connaît depuis des mois. Il vous a observé, étudié. Il sait tout de votre courage, de votre bonté envers votre mère, de vos sacrifices. C'est pour cela qu'il vous a choisi. Il m'a observé? Un frisson d'inquiétude parcourut Élise. Que voulez-vous dire? Oh, rien de mal, se hâta de préciser la cuisinière. Simplement, quand il a décidé de prendre épouse, il ne voulait pas d'une de ces pimbèches du village qui ne pensent qu'à l'argent. Il cherchait une femme de cœur. Et quand il vous a vu vous occuper de votre mère, travailler sans relâche malgré la fatigue, Marie s'interrompit, comme si elle en avait trop dit. « Allons, je bavarde trop. Reposez-vous, madame. Le dîner sera servi dans 2 heures. » Restée seule, Élise s'assit au bord du lit somptueux. Ainsi Mathurin l'épiait depuis des mois. Cette révélation la troublait profondément. Comment avait-il pu l'observer sans qu'elle s'en aperçoive? Et surtout, qu'avait-il vu d'autre? Elle se dirigea vers la fenêtre qui donnait sur les jardins. De là, elle apercevait les collines qui entouraient Brillac-sur-Roche, et plus loin, le clocher de l'église où elle s'était mariée quelques heures plus tôt. Ce monde lui semblait déjà lointain comme appartenant à une autre vie. Un léger bruit la fit se retourner. Sa mère se tenait sur le seuil, les yeux écarquillés de stupéfaction. « Élise, ma chérie, il faut que tu voies ma chambre. C'est un palais. Et cette Marie, quelle femme charmante. Elle m'a raconté tant de choses sur... » « Sur quoi, maman ?» Margot hésita. « Sur ton époux. Il semble que ce ne soit pas un homme ordinaire. »
Marie dit qu'il reçoit parfois des visiteurs très distingués, venus de loin, des gens qui parlent de politique, de la cour du roi. Élise fronça les sourcils. De la cour du roi? Qu'est-ce qu'un fermier de l'Aquitaine aurait à faire avec la cour? C'est exactement ce que je me demande. Margot s'approcha et baissa la voix. Et puis, il y a autre chose. Henri m'a aidé à porter mes affaires, et j'ai remarqué qu'il avait une cicatrice sur la main droite. Une cicatrice très particulière. Particulière comment? En forme de fleur de lys. Ma chérie, j'ai soigné assez de soldats pour reconnaître ce genre de marque. On ne l'a fait qu'aux hommes qui ont servi dans la garde royale. Un silence pesant s'installa entre elles. Si Henri était un ancien garde royal, que faisait-il au service d'un obscur propriétaire terrien? Et comment Mathurin pouvait-il se permettre d'employer un homme de cette qualité? « Il faut que nous soyons prudentes », murmura Margot. « Cet homme cache quelque chose d'important. » Un coup discret à la porte les interrompit. Henri apparut, impeccable dans sa livrée sombre. « Mesdames, pardonnez-moi de vous déranger. Monsieur vient de rentrer et souhaiterait montrer le domaine à Madame Élise avant le dîner. Si cela vous convient, bien entendu. » Élise acquiesça, curieuse de découvrir l'étendue de la propriété. Elle embrassa sa mère et suivit Henri dans l'escalier aux rampes sculptées. Mathurin l'attendait dans le hall, vêtu d'un habit de cavalier qui accentuait sa prestance naturelle. Malgré ses cicatrices, il avait une allure noble qui démentait ses origines prétendument modestes. « J'espère que vos appartements vous conviennent », demanda-t-il avec une courtoisie parfaite. « C'est magnifique, bien plus que ce que j'aurais pu imaginer. Tant mieux. » Il lui offrit son bras. « Permettez-moi de vous faire découvrir notre domaine. » Ils sortirent dans les jardins où les derniers rayons du soleil doraient les massifs de roses tardives. L'air embaumait la lavande et le jasmin, et Élise ne put s'empêcher de penser au contraste avec l'odeur de moisie et de fumée qui régnait dans leur ancien logis. « Ces jardins existent depuis longtemps ?» demanda-t-elle. « L'ancien propriétaire les a créés il y a une quinzaine d'années. Il avait beaucoup voyagé et s'était inspiré des parcs qu'il avait vus en Italie. » Encore cette hésitation. Élise commençait à percevoir un schéma. Chaque fois qu'il parlait de son passé ou de ses origines, Mathurin semblait peser ses mots, comme s'il craignait d'en dire trop. Ils longèrent un bassin où des carpes dorées évoluaient paresseusement. « Vous aimez lire ?» demanda-t-il soudain. « Oui, quand j'en ai l'occasion. Mais les livres coûtent cher et la bibliothèque est à votre disposition. J'ai rassemblé quelques ouvrages au fil des années. Vous y trouverez peut-être de quoi vous distraire. » Quelques ouvrages. De ce qu'elle avait pu voir en passant, la bibliothèque contenait des centaines de volumes reliés de cuir, certains visiblement très anciens et précieux. « Vous lisez le latin ?» continua-t-il. La question surprit Élise. Peu d'hommes du peuple maîtrisaient le latin, et encore moins de femmes. « Un peu. Père Augustin m'a enseigné les rudiments quand j'aidais à l'église. »« Parfait. Vous pourrez consulter les textes anciens. J'ai notamment un exemplaire des Métamorphoses d'Ovide qui devrait vous plaire. »« Ovide ?» Élise n'avait jamais rencontré personne, hormis le curé, qui connut les poètes latins. Décidément, cet homme devenait de plus en plus énigmatique. Ils remontèrent vers la maison, en empruntant une allée bordée de tilleuls. « Puis-je vous poser une question ?» dit Élise en rassemblant son courage. « Bien sûr. Homo, pourquoi moi ? Vous auriez pu épouser n'importe quelle fille du canton, quelqu'un de plus fortuné, de mieux éduqué. Pourquoi choisir une pauvre orpheline ?» Mathurin s'arrêta et se tourna vers elle. Dans la lumière déclinante, ses yeux bleus semblaient presque lumineux, parce que la beauté de l'âme vaut mieux que celle du visage ou de la bourse. Vous avez sacrifié votre jeunesse pour votre mère, travaillé sans jamais vous plaindre, supporté l'humiliation avec dignité. Ces qualités sont rares, madame, plus rares que l'or ou les diamants. Il parlait avec une sincérité qui émut Élise malgré elle. Mais vous ne me connaissez pas vraiment. Comment pouvez-vous être sûr que on connaît les gens à leurs actes, pas à leurs paroles? Il reprit sa marche. Et vos actes parlent en votre faveur. Ils regagnèrent la maison dans un silence pensif. En gravissant les marches du perron, Élise aperçut une carriole qui s'éloignait rapidement sur le chemin. Un visiteur qui repartait. Elle n'avait pourtant vu personne. « Attendez-vous quelqu'un ?» demanda-t-elle.
Mathurin suivit son regard et se raidit imperceptiblement. Personne d'important. Un marchand qui livrait des provisions. Mais son ton était tendu, et Élise remarqua qu'il pressa le pas pour rentrer. Dans le hall, Henri les attendait avec un visage soucieux. « Monsieur, » murmura-t-il assez bas pour qu'Élise l'entende à peine, « il faudrait que nous parlions. C'est urgent. »« Plus tard, » répondit Mathurin avec un regard d'avertissement. « Madame doit se préparer pour le dîner. » Élise monta dans sa chambre, l'esprit bouillonnant de questions. Qui était ce visiteur mystérieux? Pourquoi Henri semblait-il inquiet? Et surtout, combien de temps encore son époux pourrait-il maintenir cette façade de respectabilité rurale? En se changeant pour le dîner, elle découvrit qu'une robe neuve l'attendait sur le lit. Un vêtement de soie verte, d'une élégance parfaite, exactement à sa taille. Comment Mathurin avait-il pu connaître ses mensurations? Une chose était certaine, l'homme qu'elle avait épousé était loin d'être ce qu'il prétendait, et elle était bien décidée à percer son secret, quoi qu'il lui en coûte. La salle à manger baignait dans la lueur dorée de dizaines de bougies disposées sur un chandelier d'argent massif. Élise n'avait jamais vu une table si somptueusement dressée. Porcelaine de Limoges, cristallerie de Baccarat, couverts gravés d'armoiries complexes qu'elle ne parvenait pas à déchiffrer dans la pénombre dansante. Mathurin l'attendait debout près de sa chaise, vêtu d'un habit de velours noir qui accentuait sa prestance naturelle. Quand elle entra, il s'inclina avec une galanterie qui aurait fait honneur à un courtisan de Versailles. « Vous êtes resplendissante », dit-il en l'aidant à s'asseoir. « Cette couleur vous sied à merveille. » Élise baissa les yeux sur la robe de soie verte qui épousait parfaitement ses formes. « Comment avez-vous su ma taille ?» Un sourire énigmatique effleura les lèvres scarifiées de Mathurin. « Disons que j'ai l'œil pour ces choses-là. » Marie et Henri servirent le premier service. Une soupe de courge au parfum délicat, accompagnée d'un pain blanc d'une finesse qu'Élise n'avait jamais goûtée. Le vin rouge qui coulait dans son verre avait une richesse qui lui réchauffa immédiatement le cœur. « Parlez-moi de votre enfance », demanda Mathurin en découpant avec des gestes précis un chapon rôti aux herbes de Provence. « Il n'y a pas grand-chose à dire. Mon père tenait le moulin, ma mère aidait aux accouchements, nous étions pauvres, mais heureux. » Elle marqua une pause. « Et vous? D'où venez-vous vraiment ?» La question directe sembla le prendre au dépourvu. Il but une gorgée de vin comme pour se donner le temps de réfléchir. Du sud, comme je l'ai dit au père Augustin, une région troublée par les guerres de religion. J'ai préféré venir m'installer ici quand mon oncle est mort. « Votre oncle était noble ?» insista Élise en désignant d'un geste les armoiries gravées sur les couverts. « Noble ?» Mathurine eut un rire amer. « La noblesse est une notion bien relative de nos jours. Mon oncle avait quelques prétentions. C'est vrai, mais... » Il fut interrompu par Henri qui entra précipitamment, l'air grave. « Monsieur, pardonnez-moi, mais il y a un problème aux écuries. Un cheval s'est blessé et... »« J'arrive, » répondit Mathurin en se levant aussitôt. « Madame, excusez-moi, je reviens dans quelques instants. » Il quitta la pièce avec Henri, laissant Élise seule face à ses interrogations grandissantes. Profitant de ce moment de solitude, elle examina plus attentivement les armoiries gravées sur son couteau. 3 fleurs de lys surmontées d'une couronne. Ce blason lui était vaguement familier, mais elle ne parvenait pas à se rappeler où elle l'avait vu. Marie entra pour débarrasser les assiettes. « Madame a bien dîné ?»« C'était délicieux, merci. » Élise hésita puis se lança. « Marie, depuis combien de temps travaillez-vous pour Monsieur Ferraud ?»« Oh, cela fait bientôt 4 ans maintenant, depuis qu'il s'est installé ici. Et il vous a dit d'où il venait exactement ?» Marie parut embarrassée. « Vous savez, monsieur n'aime pas qu'on pose trop de questions sur son passé. Il dit que c'est douloureux pour lui. Des histoires de famille, de tragédies. »« Des tragédies ? Je ne sais pas exactement, madame. Mais parfois, la nuit, je l'entends marcher dans sa chambre, et il parle tout seul. Il répète des noms. Charles, Philippe, Marie-Antoinette, et puis il pleure. Un homme de sa corpulence qui pleure comme un enfant. C'est déchirant à entendre. » Élise frissonna. Ces noms, elle avait l'impression qu'ils avaient une signification particulière. Mais laquelle? Il a de la famille? Des amis qui lui rendent visite? Personne, madame. Enfin, presque personne. Parfois, il reçoit des lettres qui le rendent très nerveux. Et de temps en temps, un homme vient le voir la nuit.
un monsieur très distingué, avec des habits de la capitale. Il s'enferme dans le bureau et parle pendant des heures. Vous savez de quoi il parle? Marie secoua la tête. Non, mais après ces visites, monsieur est toujours très agité. Il ne mange plus, ne dort plus, comme s'il avait peur de quelque chose. Des pas résonnèrent dans le couloir. Marie se hâta de finir de débarrasser et sortit par l'office au moment où Mathurin revenait. « Pardonnez cette interruption », dit-il en reprenant sa place. « Rien de grave, heureusement. Où en étions-nous? Vous me parliez de votre famille. » Son visage se ferma instantanément. « Ma famille n'existe plus. La guerre, la maladie. Il ne reste que moi. Je suis désolé. Ne le soyez pas. Le passé est le passé. » Il se versa un nouveau verre de vin d'un geste brusque. « Parlons plutôt de l'avenir, de notre avenir. Notre avenir. Nous sommes mariés, madame, pour le meilleur et pour le pire, comme nous l'avons promis ce matin. Il faut que nous apprenions à nous connaître, à cohabiter. » Il but une longue gorgée, puis la regarda intensément. « Je ne vous demande pas de m'aimer. Comment le pourriez-vous? Regardez-moi, je suis laid, rongé par les cicatrices, plus âgé que vous. Mais je vous promets le respect, la protection et tout le confort que vous méritez. » Sa sincérité toucha Élise malgré elle. « Vous n'êtes pas si laid que vous le croyez. Et l'âge, quelle importance! Vous êtes charitable. » Il sourit tristement. « Trop charitable pour votre propre bien. » Un silence s'installa entre eux, troublé seulement par le crépitement des bougies et le vent qui sifflait aux fenêtres. Dehors, la nuit était tombée, enveloppant la maison d'un cocon d'obscurité. « Mathurin, dit doucement Élise, puis-je vous poser une question indiscrète? Faites. Pourquoi ne m'avez-vous pas demandé de... » Elle rougit, incapable de terminer sa phrase. Il comprit immédiatement. « Pourquoi je ne réclame pas mes droits d'époux ?» Elle hocha la tête, les joues en feu. « Parce que je ne veux pas que vous me détestiez plus que nécessaire. Vous avez été forcée à ce mariage, contrainte par les circonstances. Je ne vous forcerai pas davantage. Et si, avec le temps, peut-être, si vous en venez à éprouver quelque chose pour moi. Mais ce sera votre choix, madame. Toujours votre choix. » Il se leva, signifiant la fin du dîner. « Il est tard, vous devez être épuisé. » En effet, Élise sentait le poids de cette journée bouleversante peser sur ses épaules. Tant d'émotions, tant de découvertes. « Henri vous accompagnera à votre chambre, » continua Mathurin. « Dormez bien, demain, si vous le souhaitez, je vous montrerai la bibliothèque. » Il s'inclina de nouveau et sortit, la laissant seule avec ses pensées tumultueuses. Cet homme était un mystère vivant. Tantôt grossier fermier, tantôt raffiné gentilhomme, capable d'une délicatesse surprenante et d'une culture manifestement supérieure à sa condition supposée. En montant l'escalier, guidé par Henri qui portait un chandelier, Élise aperçut une porte entr'ouverte au bout du couloir. Une lumière jaune filtrait par l'entrebâillement, et elle entendit Mathurin parler à voix basse. Seul? Non. Une autre voix lui répondait, masculine, cultivée, avec un accent parisien prononcé. « Ne peut plus attendre, » disait l'inconnu. « Il se rapproche. Vos lettres ont été interceptées. »« Je sais, » répondit Mathurin d'un ton las. « Mais je ne peux pas partir maintenant. Je viens de me marier. Cette femme ne doit rien savoir. Si elle découvre qui vous êtes vraiment, elle ne découvrira rien. Je ferai attention. » Henri pressa le pas, entraînant Élise vers sa chambre. Mais elle avait entendu assez pour comprendre que ses soupçons étaient fondés. Son époux menait une double vie dangereuse, et elle venait de se retrouver au cœur d'un secret qui pourrait leur coûter la vie à tous. Dans sa chambre, allongée dans le lit somptueux, elle fixa le plafond orné de stucs dorés. Qui était vraiment l'homme qu'elle avait épousé? Et surtout, combien de temps pourrait-elle faire semblant de ne rien voir, de ne rien savoir? Le sommeil fut long à venir, peuplé de rêves où des hommes masqués la poursuivaient dans les couloirs d'un château en flammes. Le lendemain matin, Élise fut réveillée par un rayon de soleil qui perçait les rideaux de soie. Pour la première fois depuis des années, elle avait dormi dans un vrai lit, entre des draps parfumés à la lavande. Malgré ses inquiétudes de la veille, elle se sentait reposée. Marie lui apporta son petit déjeuner sur un plateau d'argent. Chocolat chaud à la cannelle, petit pain doré, confiture de rose, beurre frais.
un festin qui contrastait cruellement avec les croûtons trempés dans l'eau qu'elle partageait avec sa mère quelques jours plus tôt. « Monsieur vous attend dans la bibliothèque quand vous serez prête », annonça la cuisinière avec un sourire chaleureux. « Il a hâte de vous montrer ses livres. » Après avoir revêtu une robe de lin bleu que quelqu'un avait disposée sur la chaise, encore un vêtement parfaitement ajusté, Élise descendit au rez-de-chaussée. La bibliothèque se trouvait dans l'aile ouest de la maison, accessible par un long couloir orné de portraits d'ancêtres au regard altier. La pièce qui s'ouvrit devant elle coupa le souffle. Des rayonnages du sol au plafond, remplis de milliers d'ouvrages reliés de cuir aux dorures étincelantes. Une échelle mobile permettait d'atteindre les volumes les plus hauts, et des fauteuils de velours cramoisi invitaient à la lecture près d'une cheminée monumentale. Mathurin se tenait devant l'une des étagères, un livre ouvert à la main. Dans la lumière matinale qui filtrait par les hautes fenêtres, ses cicatrices semblaient moins repoussantes et Élise remarqua pour la première fois la noblesse de son port de tête. « Bonjour », dit-elle timidement. Il se retourna et sourit, un vrai sourire qui adoucit ses traits ravagés. « Bonjour, madame, avez-vous bien dormi ?»« Très bien, merci. Cette bibliothèque est stupéfiante. Mon oncle était un grand amateur de littérature. » Cette hésitation familière quand il évoquait sa famille. « Voulez-vous que je vous fasse découvrir quelques trésors ?» Il la guida vers une vitrine fermée à clé qui contenait des manuscrits anciens. Voici un exemplaire original des Essais de Montaigne, dédicacé par l'auteur lui-même. Et là, une édition rarissime de la chanson de Roland, enluminée au XIIIe siècle. Élise observa les précieux volumes avec émerveillement. Ces livres valent une fortune. L'argent n'a pas d'importance quand il s'agit de préserver le savoir. Il ouvrit une autre vitrine. Tenez, voici ce dont je vous parlais hier, les Métamorphoses d'Ovide. Il sortit un volume relié de maroquin rouge et l'ouvrit délicatement. Les pages de vélin portaient une calligraphie magnifique et Élise reconnut le latin élégant du poète. Métamorphoses dicere formas. Je veux dire les métamorphoses des formes, lut-elle à voix haute. Votre latin est excellent, s'exclama Mathurin avec une admiration sincère. Père Augustin vous a bien enseigné. Pas seulement lui. Élise rougit. J'ai trouvé d'autres livres dans les ruines de l'ancienne abbaye et j'ai appris seul. Ma mère dit que j'ai toujours eu la passion des mots, une passion que nous partageons. Il referma délicatement l'Ovide. Connaissez-vous Racine? De nom seulement. Alors laissez-moi vous présenter Phèdre. Il se dirigea vers une autre étagère et sortit un mince volume. C'est Vénus tout entière, à sa proie attachée. Ces vers m'ont toujours ému par leur vérité psychologique. Il commença à réciter de mémoire, et Élise fut frappée par la beauté de sa diction. Cet homme parlait comme un acteur de la comédie française, avec une maîtrise parfaite de la prosodie et des effets dramatiques. « Où avez-vous appris à déclamer ainsi ?» demanda-t-elle quand il eut terminé. Une ombre passa sur son visage. « J'ai eu de bons maîtres dans ma jeunesse, avant que tout s'effondre. Tout s'effondre. » Il ne répondit pas et se dirigea vers une section qu'Élise n'avait pas encore remarquée. Contrairement aux autres rayonnages, celui-ci était fermé par une grille de fer forgé. « Et ceci » demanda-t-elle, intriguée. « Des ouvrages dangereux. » Mathurin sortit une clé de son gilet. Des livres interdits par la censure royale. Voltaire, Diderot, Rousseau, et d'autres encore plus compromettants. Il ouvrit la grille et Élise aperçut des titres qui la firent de frémir. Du contrat social, les lettres philosophiques, l'encyclopédie. Posséder de tels ouvrages était passible de prison, voire de mort. Pourquoi gardez-vous des livres si dangereux? Parce qu'ils disent la vérité sur notre époque, parce que les idées ne peuvent pas être tuées par la force. Sa voix s'était durcie. Et parce que, tôt ou tard, ces idées triompheront. Il referma la grille et rangea soigneusement la clé. Mais ce n'est pas pour une jeune épouse qu'il faut s'inquiéter de ces choses. Venez plutôt voir ma section de poésie italienne. Pourtant, Élise n'arrivait pas à oublier l'intensité de son regard quand il avait parlé de ses livres interdits. Cet homme n'était pas seulement un amateur de belles lettres, c'était un révolutionnaire, quelqu'un qui remettait en question l'ordre établi.
Ils passèrent le reste de la matinée à parcourir les trésors de la bibliothèque. Mathurine se révélait un guide passionnant, capable de réciter de mémoire des passages entiers de Dante, de commenter les subtilités de la versification classique, d'expliquer les allusions mythologiques les plus obscures. Comment un homme de la campagne peut-il avoir une telle culture ? Finit par demander Élise, n'y tenant plus. Mathurine s'immobilisa, un volume de Shakespeare à la main. Qu'entendez-vous par homme de la campagne ? Eh bien, vous êtes fermier, non ? Vous avez hérité de cette propriété de votre oncle ? Ah oui, c'est vrai. Il posa le livre et la regarda intensément. Madame, si je vous disais que je ne suis pas celui que vous croyez, que feriez-vous ? Le cœur d'Élise se mit à battre plus vite. Que voulez-vous dire ? Une hypothèse. Si vous découvriez que votre époux vous a menti sur son identité, sur son passé, sur tout ce qu'il prétend être, m'en voudriez-vous ? Cela dépendrait des raisons de ce mensonge. Et si ces raisons concernaient votre sécurité, votre vie même ? Élise sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Mathurin, vous me faites peur. De quoi parlez-vous exactement ?» Il s'approcha d'elle et prit ses mains dans les siennes. Elles étaient chaudes, légèrement tremblantes. « Je parle de fidélité, madame. Si je vous faisais confiance, seriez-vous capable de garder un secret ? Un secret qui pourrait nous coûter la vie à tous les deux ? Vous voulez me dire la vérité ? J'hésite. Plus vous en saurez, plus vous serez en danger. Mais d'un autre côté, vivre dans le mensonge... » Un bruit de sabots dans la cour les interrompit. Mathurine lâcha ses mains et se précipita vers la fenêtre. Son visage se décomposa. « Henri !» cria-t-il. « Henri, venez vite !» Le vieil homme apparut en courant. « Monsieur, les dragons du roi !» murmura Mathurin en désignant la cour. « Ils remontent l'allée. » Élise s'approcha de la fenêtre et vit effectivement une troupe de soldats en uniforme bleu galonné d'or qui avançait vers la maison. Leur capitaine portait l'épée au côté et la mousqueterie en bandoulière. « Que nous veulent-ils » demanda-t-elle terrifiée. Mathurin et Henri échangèrent un regard lourd de sens. « Ils cherchent quelqu'un » dit Mathurin d'une voix blanche. « Quelqu'un qui n'est plus censé exister. » Les soldats étaient maintenant dans la cour. Leurs chevaux piaffaient et leurs voix portaient jusqu'à la bibliothèque. « Cachez-vous » ordonna Mathurin à Élise. « Quoi qu'il arrive, ne montrez pas que vous m'avez vu inquiet. Vous ne savez rien, vous n'avez rien vu. Mais faites-moi confiance, votre vie en dépend. » Des coups retentirent à la porte d'entrée. Lourd, autoritaire, menaçant, le secret de Mathurin Féraud était sur le point d'éclater au grand jour. Élise se dissimula derrière l'un des hauts rayonnages de la bibliothèque, le cœur battant à tout rompre. Par l'entrebâillement de la porte, elle pouvait voir Mathurin qui se dirigeait vers l'entrée d'un pas qu'il s'efforçait de rendre nonchalant. Mais elle avait remarqué le tremblement de ses mains et la pâleur qui avait envahi son visage scarifié. Les voix des soldats résonnaient maintenant dans le hall d'entrée. Une voix d'autorité sèche et cassante dominait les autres. « Par ordre de Sa Majesté le Roi, nous procédons à une inspection de cette demeure. Êtes-vous bien Mathurin Féraud, propriétaire de ces lieux ?»« Je le suis, capitaine. » La voix de Mathurin avait retrouvé cette rudesse paysanne qu'Élise lui avait entendue au village. « Puis-je savoir ce qui motive cette visite ? Nous recherchons un fugitif, un homme dangereux, ennemi de l'État. Des témoins l'ont vu dans cette région. » Un fugitif ? Mathurine jouait remarquablement son rôle de fermier intrigué. « Ma foi, capitaine, je ne fréquente guère que mes voisins. De qui s'agit-il » Des pas lourds résonnèrent sur le parquet. Les soldats pénétraient dans la maison. Élise entendait leurs éperons claquer, leurs sabres teinter contre leurs cuisses. « Louis-Étienne d'Aubray » déclara le capitaine d'une voix glaciale. « Ancien duc de Bellecroix, condamné à mort par contumace pour haute trahison. Il était censé avoir péri lors de la révolte de Nîmes, mais nous avons des raisons de croire qu'il a survécu et se cache sous une fausse identité. » Élise manqua défaillir. Louis-Étienne d'Aubray? Ce nom lui disait vaguement quelque chose. N'était-ce pas l'un de ces nobles rebelles qui avaient tenté de renverser le pouvoir royal quelques années plus tôt? Et si Mathurin était... « Jamais entendu parler de ce nom !» répondit son époux avec un aplomb remarquable. « Vous êtes sûr qu'il se trouve dans notre région? Nous en sommes certains. Des lettres interceptées le confirment. »
Le bruit de bottes se rapprochait dangereusement de la bibliothèque. Cet homme correspond à votre signalement, grand, marqué par la variole, âgé d'une trentaine d'années. Capitaine, la variole a fait des ravages dans toute la province. La moitié des hommes de mon âge en portent les stigmates. C'est exact, mais combien d'entre eux possèdent des livres en latin? Le sang d'Élise se glaça. Il savait. D'une manière ou d'une autre, ils avaient obtenu des informations sur la bibliothèque. Des livres en latin. La voix de Mathurin ne trahissait aucune émotion. Mon oncle était lettré, c'est vrai. Il m'a laissé sa collection, mais je ne sais pas lire cette langue de curé. Nous verrons cela. Montrez-nous cette bibliothèque. Élise ferma les yeux, terrifiée. Dans quelques secondes, ils allaient la découvrir. Que devait-elle faire? Sortir de sa cachette et jouer l'épouse innocente? Ou rester dissimulé au risque d'aggraver la situation? La porte de la bibliothèque s'ouvrit brutalement. Le capitaine entra le premier, suivi de 2 soldats, l'arme à la main. C'était un homme sec aux yeux perçants, avec une moustache grise soigneusement taillée et des galons qui témoignaient d'une longue carrière militaire. « Impressionnant !» murmura-t-il en parcourant des yeux les milliers de volumes. « Pour un simple fermier, votre oncle avait des goûts de luxe. » Mathurin haussa les épaules. Il avait hérité tout cela de son père, paraît-il. Moi, je ne touche jamais à ces bouquins poussiéreux. Le capitaine s'approcha de la vitrine contenant les manuscrits précieux. Et ceci, Montaigne, Rabelais, des éditions rarissimes. Si vous le dites, capitaine, pour moi, c'est du papier et de l'encre. Vraiment? L'officier se dirigea vers la section des livres interdits. Et cette grille, que protège-t-elle? Aucune idée. Mon oncle gardait la clé et elle a disparu à sa mort. Élise retenait son souffle. La clé que Mathurin avait utilisée le matin même se trouvait dans la poche de son gilet. Il suffisait qu'un soldat fouille ses vêtements pour la découvrir. « Fouillez cette baraque du haut en bas », ordonna le capitaine. « Je veux voir chaque recoin, chaque placard, chaque cave. Si Daubrey se cache ici, nous le trouverons. » Les soldats se dispersèrent dans la maison. Élise entendait leurs pas lourds à l'étage, les portes qui claquaient, les meubles qu'on déplaçait. Ils cherchaient méthodiquement, professionnellement. « Et votre famille ?» demanda le capitaine à Mathurin. « Vous vivez seul? Je viens de me marier. Ma femme et ma belle-mère habitent ici maintenant. Où sont-elles? Ma belle-mère se repose dans sa chambre. Elle est aveugle et fatigue vite. Ma femme ?» Mathurin marqua une hésitation. « Elle doit être au jardin. Faites-la venir, je veux l'interroger. Capitaine, c'est une simple paysanne, elle ne sait même pas lire. Que pourrait-elle vous apprendre? Laissez-moi en juger, appelez-la. » Mathurin n'avait pas le choix. « Henri !» cria-t-il. « Allez chercher madame !» Élise comprit qu'elle devait sortir de sa cachette. Si on la découvrait dissimulée, cela éveillerait immédiatement les soupçons. Elle prit une profonde inspiration et émergea de derrière le rayonnage, feignant la surprise. « Mon Dieu, que se passe-t-il » dit-elle en regardant les soldats avec des yeux écarquillés. « Un Mathurin ?» Le capitaine l'examina des pieds à la tête. « Vous êtes Madame Ferraud ?»« Oui, monsieur. » Elle baissa la tête avec l'humilité qu'on attendait d'une femme du peuple. « Pardonnez-moi, je regardais les livres de notre défunt oncle. Vous savez lire ? » « Un peu, monsieur. Le curé de notre village m'a enseigné les rudiments. Et votre époux? Il lit aussi ?» Élise sentit le piège. Une seule mauvaise réponse, et tout s'effondrait. « Mathurin ? Oh non, monsieur. Il dit toujours que les livres, c'est bon pour les curés et les bourgeois. Lui, il préfère ses champs et ses bêtes. » Le capitaine plissa les yeux. « Pourtant, nous avons des témoins qui affirment avoir vu un homme correspondant à son signalement réciter du latin dans une auberge de Toulouse. » Du latin? Mathurin? Élise eut un petit rire qui sonnait juste. « Monsieur, vous vous moquez, il confond déjà le français avec le patois local. » Mathurin grimaça, comme vexé par cette description peu flatteuse. « Ma femme exagère, mais il est vrai que les études ne sont pas mon fort. » Un soldat redescendit de l'étage. « Capitaine, nous avons fouillé toutes les chambres. Rien de suspect. Juste les affaires d'un bourgeois de campagne et de sa famille. Et la cave? Visitée également? Des conserves, du vin, les outils habituels. Aucune cache, aucun passage secret. »
Le capitaine paraissait déçu. Il se dirigea vers la fenêtre et observa longuement le paysage, comme s'il cherchait un indice qui lui échappait. « Capitaine, » dit Mathurin d'un ton respectueux, « puis-je vous demander ce qu'a fait exactement cet homme que vous cherchez ? Haute trahison, espionnage, complot contre Sa Majesté. » L'officier se retourna vers lui. D'Aubray appartenait à une faction de nobles qui voulait renverser le roi et instaurer une république. Un révolutionnaire sanguinaire. « Dieu du ciel !» s'exclama Élise avec une horreur bien jouée. « Et vous pensez qu'il pourrait être dans notre région ? Nous en sommes certains, mais apparemment, nous nous sommes trompés d'endroit. » Il soupira. « Ou alors, il est plus malin que nous le pensions. » Il fit signe à ses hommes. « Nous partons, mais nous reviendrons. Et nous surveillerons cette maison. Si vous voyez quoi que ce soit de suspect, si un étranger rôde dans les parages, prévenez immédiatement la garnison de Périgueux. » « Bien sûr, capitaine, c'est notre devoir de sujet fidèle. » Les soldats quittèrent la bibliothèque, leurs pas résonnant dans les couloirs. Élise et Mathurin demeurèrent immobiles jusqu'à ce que le bruit des chevaux s'éloigne dans l'allée. Quand le silence retomba sur la maison, Mathurin se laissa tomber dans l'un des fauteuils de velours, le visage dans les mains. « Louis-Étienne d'Aubray, » murmura Élise. « C'est vous, n'est-ce pas ?» Il releva la tête et la regarda longuement. Dans ses yeux bleus, elle lut la résignation de celui qui ne peut plus mentir. « Oui, » dit-il simplement, « c'est moi. » Un silence de plomb s'abattit sur la bibliothèque. Élise regardait l'homme qui était devenu son époux. Cet inconnu qui venait d'avouer être un fugitif recherché pour haute trahison. Louis-Étienne d'Aubray, duc de Bellecroix. Ces titres résonnaient dans sa tête comme un glas. « Depuis quand savez-vous » demanda-t-il d'une voix lasse. « Je me doutais de quelque chose depuis notre mariage. Vos manières, votre culture, cette maison, tout démentait ce que vous prétendiez être. » Elle s'assit en face de lui, les jambes tremblantes. « Mais je n'aurais jamais imaginé un duc, un révolutionnaire. » Il eut un rire amer. « Un révolutionnaire. Est-ce ainsi qu'on me décrit maintenant? N'est-ce pas ce que vous êtes ? Le capitaine a parlé de complot contre le roi, de république. Les mots changent selon celui qui les prononce. » Louis-Étienne se leva et se dirigea vers la fenêtre. « Pour les royalistes, je suis un traître. Pour ceux qui croient en la justice, j'étais un homme qui tentait de réformer un système pourri. Racontez-moi, » dit doucement Élise. « J'ai le droit de savoir qui j'ai épousé. » Il la regarda longuement, comme s'il évaluait sa capacité à entendre la vérité. Puis il soupira et revint s'asseoir. « Mon père était le duc de Bellecroix, conseiller de Louis XV. Notre famille avait servi la couronne pendant des siècles. J'ai grandi à Versailles, éduqué pour devenir un parfait courtisan. » Ses yeux se perdirent dans le vague. « Mais quand j'ai atteint l'âge d'homme, j'ai commencé à voir ce qui se passait vraiment dans ce royaume. Que voulez-vous dire? La corruption, l'injustice, le mépris pour le peuple. Pendant que nous dansions dans les salons dorés de Versailles, des familles entières mouraient de faim dans les campagnes. Pendant que la reine dépensait des fortunes en robes et bijoux, des enfants travaillaient jusqu'à l'épuisement dans les manufactures. » Sa voix s'était durcie, et Élise y entendait une passion qui l'impressionnait malgré elle. « J'ai commencé à fréquenter des philosophes, des penseurs qui rêvaient d'un monde plus juste. Voltaire, d'Alembert, quelques nobles éclairés comme moi. Nous nous réunissions en secret pour discuter de réformes, de moyens de moderniser la France sans violence. Et alors, mon père est mort, et j'ai hérité du duché. J'ai tenté d'appliquer nos idées sur mes terres, j'ai aboli le servage, créé des écoles pour les enfants des paysans, instauré une justice équitable. Mes vassaux étaient plus heureux et plus prospères que jamais. » Élise commençait à comprendre l'homme qu'elle avait épousé. Sous les cicatrices et la rudesse affectée se cachait un idéaliste, quelqu'un qui avait voulu changer le monde. Cela n'a pas plu en haut lieu. Mes réformes inquiétaient les autres nobles. Ils craignaient que l'exemple ne se propage, et quand j'ai commencé à critiquer ouvertement la politique royale, à réclamer une monarchie constitutionnelle, vous êtes devenus dangereux. Exactement. On m'a accusé de fomenter une révolution, de vouloir renverser le roi. C'était faux. Je voulais simplement qu'il gouverne avec sagesse et justice, qu'il écoute son peuple au lieu de l'écraser d'impôts.
Louis-Étienne se leva et se dirigea vers la section des livres interdits. Tous ces ouvrages que vous avez vus, ils contiennent des idées qui pourraient transformer la France. Mais au lieu de les étudier, les puissants préfèrent les interdire et persécuter ceux qui les lisent. Et la révolte de Nîmes, son visage s'assombrit. Une catastrophe. Mes amis et moi avions organisé une assemblée secrète pour rédiger un cahier de doléances, une liste de réformes que nous voulions présenter au roi. Mais nous avons été trahis. Les dragons sont arrivés pendant notre réunion. Que s'est-il passé? Un massacre. Ils ont tiré sans sommation sur des hommes désarmés qui ne faisaient que parler. Mon frère Charles est mort dans mes bras. Mon cousin Philippe a été sabré. Sa voix se brisa. J'ai vu mes meilleurs amis tomber sous les balles, simplement parce qu'ils rêvaient d'un monde meilleur. Élise sentit les larmes monter à ses yeux. Cet homme portait un fardeau terrible, le poids de tous ces morts innocents. Comment avez-vous survécu? Par chance, et grâce à Henri, qui était alors à mon service. Quand les soldats ont investi la maison, il m'a fait sortir par un passage secret. Nous avons fui dans la nuit et j'ai laissé derrière moi tout ce que j'étais. Mon nom, mon titre, ma fortune, ma famille, et vous êtes devenu Mathurin-Féraud. Henri connaissait cette propriété. Son ancien maître, un cousin éloigné de ma famille, venait de mourir sans héritier. Nous avons forgé de faux papiers, créé une nouvelle identité. Le paysan défiguré par la variole était né. Élise réfléchissait à toute vitesse. Mais pourquoi vous marier? Pourquoi prendre le risque d'impliquer une innocente dans votre fuite? Louis-Étienne la regarda avec une tendresse inattendue. Parce que j'étais seul, madame, terriblement seul. Depuis 4 ans, je vis comme un fantôme, sans famille, sans amis, sans personne à qui parler vraiment. Et puis, je vous ai vu, courageuse, dévouée, résistant avec dignité à l'adversité. Vous me rappeliez ce qu'il y a de meilleur dans l'humanité. J'ai pensé, j'ai espéré que peut-être, avec le temps, vous pourriez... Il n'acheva pas sa phrase, mais Élise comprit. Cet homme puissant, ce noble rebelle, avait simplement besoin d'amour et de compagnie. Vous auriez dû me dire la vérité dès le début, murmura-t-elle, et vous auriez refusé de m'épouser. Qui voudrait partager la vie d'un fugitif? Je ne sais pas, peut-être. Elle le regarda intensément. Mais maintenant, je sais, et je suis là. Vous ne me détestez pas? Je devrais. Vous m'avez menti, manipulé, entraîné dans vos dangers. Mais non, je ne vous déteste pas. Un espoir timide éclaira le visage scarifié de Louis-Étienne. Alors, vous acceptez de rester, malgré les risques? Élise hésita. Accepter, c'était devenir complice d'un fugitif, c'était risquer la prison ou la mort. Refuser, c'était condamner cet homme à la solitude et peut-être le livrer à ses poursuivants. « Maman, dit-elle soudain, il faut lui dire, elle a le droit de savoir dans quoi nous l'avons entraînée. Votre mère connaît déjà la vérité. » Quoi? Henri lui a tout expliqué ce matin, pendant que nous étions dans la bibliothèque. Elle a accepté de garder le secret. Élise n'en revenait pas. Sa mère, cette femme timide et pieuse, protégeait consciemment un révolutionnaire. Elle a dit, continua Louis-Étienne avec un sourire, qu'elle préférait un gendre honnête dans l'erreur qu'un gredin dans la vérité, et que les nobles qui défendent le peuple valent mieux que les rois qui l'oppriment. Ma mère a dit cela. Votre mère est une femme remarquable, comme sa fille. Un bruit de pas dans le couloir les fit sursauter. Henri apparut, le visage grave. Monsieur, il faut partir. Immédiatement. Que se passe-t-il? J'ai des informateurs au village. Les dragons sont revenus. Ils interrogent tout le monde. Promettent de l'or à qui donnera des renseignements sur vous. Et Père Augustin, qu'est-ce qu'il a fait? Il a parlé de vos dons généreux pour le mariage, de votre culture suspecte. Il commence à avoir des doutes. Louis-Étienne ferma les yeux. Combien de temps avons-nous? Quelques heures, tout au plus. Le temps qu'ils rassemblent assez d'hommes pour encercler la propriété. Élise sentit son cœur se serrer. Déjà? Ils allaient devoir fuir déjà? Préparez les chevaux, ordonna Louis-Étienne, et les provisions pour plusieurs jours. Nous partons cette nuit. Il se tourna vers Élise. Madame, l'heure du choix est venue. Ou vous venez avec moi dans l'incertitude et le danger, ou vous restez ici et dites aux soldats que votre époux a disparu dans la nuit en vous abandonnant. Élise le regarda longuement.
cet homme brisé, noble et idéaliste qui lui offrait une vie d'aventures et de périls, ou la sécurité du village, la médiocrité rassurante de son ancienne existence. « Je viens avec vous », dit-elle sans hésitation. Et pour la première fois depuis qu'elle le connaissait, Louise-Étienne d'Aubray sourit vraiment. La nuit était tombée sur Briac-sur-Roche, enveloppant la campagne d'un manteau d'encre troué seulement par quelques étoiles pâles. Dans la cour de la propriété, Henri sellait silencieusement 4 chevaux, tandis que Marie empaquetait des vivres dans des sacoches de cuir. Élise descendit de sa chambre, vêtue d'une robe de voyage sombre et portant un petit baluchon contenant ses maigres affaires personnelles. Elle trouva sa mère dans le hall, assise dans son fauteuil, les mains croisées sur ses genoux. « Maman », murmura-t-elle en s'agenouillant près d'elle, « vous n'avez rien dit quand Henri vous a révélé la vérité. » Margot sourit et caressa tendrement la joue de sa fille. « Ma chérie, j'ai vécu assez longtemps pour reconnaître un homme bon quand j'en rencontre un. Ton époux a peut-être menti sur son nom, mais pas sur son cœur. Vous n'avez pas peur ? » « Peur ? À mon âge. » Margot eut un petit rire. « J'ai survécu aux famines, aux épidémies, à la mort de ton père. Qu'est-ce qu'une petite aventure de plus ? Et puis, voir ma fille enfin heureuse. Heureuse. Tu rayonnes, Élise. Pour la première fois depuis des années, tu rayonnes. Cet homme te fait du bien, peu importe qui il était avant. » Louise-Étienne apparut en haut de l'escalier transformé. Il avait abandonné ses habits de gentilhomme campagnard pour un costume de voyage pratique. Bottes de cuir, cape noire, chapeau à large bord qui dissimulait une partie de son visage. À sa ceinture pendait une épée et 2 pistolets. « Mesdames, il est temps, dit-il d'une voix grave. Henri a repéré des feux de camp sur la colline nord. Il nous encercle. » Ils sortirent dans la cour où Marie les attendait, les larmes aux yeux. « Maître, dit-elle en se jetant aux pieds de Louise-Étienne, laissez-moi venir avec vous. »« Non, Marie, c'est trop dangereux. Et puis, quelqu'un doit rester pour garder la maison. Dites aux soldats que nous sommes partis dans la nuit sans rien vous dire. Vous ne savez rien, vous n'avez rien vu. Mais où irez-vous? Il vaut mieux que vous l'ignoriez. » Il posa une bourse dans ses mains. « Voici de quoi vivre confortablement pendant des années. Vous avez été une servante fidèle, Marie. Ne l'oubliez jamais. » La cuisinière sanglotait. Henri l'aida délicatement à aider Margot à monter en selle, puis souleva Élise sur sa jument alezan. Louise-Étienne enfourcha un étalon noir aux allures fières. « Par où ?» demanda Henri en montant à son tour. « La forêt de Hautefort. Nous avons des amis là-bas. » Ils quittèrent la propriété par un sentier dérobé qui serpentait entre les vignes abandonnées. Élise se retourna une dernière fois vers la maison où elle avait connu 3 jours de bonheur inattendu. Les fenêtres étaient éteintes et seule la silhouette de Marie se découpait sur le seuil, agitant la main dans l'obscurité. Ils chevauchèrent en silence pendant 1 heure, suivant des chemins que Henri semblait connaître parfaitement. Le vieux serviteur avait retrouvé son rôle d'ancien garde royal, vigilant, efficace, prêt à donner sa vie pour protéger son maître. « Halte !» murmura soudain Louise-Étienne en levant la main. Au loin, sur la route principale, ils apercevaient des torches qui se déplaçaient. Une patrouille de dragons progressait vers leur ancienne demeure. « Ils ont découvert notre fuite, » souffla Henri. « Nous avons peut-être 1 heure d'avance, pas plus. »« Alors pressons !» répondit Louise-Étienne en éprenant sa monture. Ils reprirent leur course à travers la campagne endormie. Élise s'agrippait à sa selle, peu habituée à chevaucher à cette allure. Son cœur battait la chamade, mais elle ne ressentait aucune peur. Pour la première fois de sa vie, elle vivait vraiment, intensément. Vers minuit, ils atteignirent la lisière de la forêt de Hautefort. Les arbres centenaires dressaient leurs silhouettes noires contre le ciel étoilé, offrant un abri providentiel. Henri connaissait visiblement les lieux. Il les guida par des sentiers à peine visibles, jusqu'à une clairière où se dressait une cabane de bûcheron, apparemment abandonnée. « Nous nous arrêtons ici », décida Louise-Étienne. « Les chevaux ont besoin de repos, et nous aussi. » Il descendit de selle et aida Élise à mettre pied à terre. Ses jambes tremblaient de fatigue, mais elle se força à sourire. « Comment vous sentez-vous » demanda-t-il avec sollicitude. « Vivante » répondit-elle. « Plus vivante que jamais. » Il la regarda avec surprise, puis son visage s'adoucit.
Vous ne regrettez pas votre choix? Non. Et vous? Regrettez-vous de m'avoir fait confiance? Jamais. Il prit ses mains dans les siennes. Vous êtes courageuse, Élise. Plus courageuse que bien des hommes que j'ai connus. Henri avait déjà inspecté la cabane et allumé un petit feu dans la cheminée. Nous pouvons rester ici jusqu'à l'aube, annonça-t-il. Après, il faudra continuer vers le sud. Le sud? Interrogea Élise. L'Espagne, expliqua Louis-Étienne. C'est notre seule chance. Là-bas, nous serons en sécurité. Et ensuite, il regarda le feu qui dansait dans l'âtre. Je ne sais pas. Recommencer quelque part, sous de nouveaux noms, vivre simplement, honnêtement, peut-être élever des enfants qui grandiront libres. Élise sentit son cœur se serrer. Des enfants? Il pensait déjà à leur avenir commun. Margot, installée sur un banc près du feu, dormait paisiblement malgré les circonstances. Sa respiration régulière était apaisante dans le silence de la nuit. « Vous pensez qu'ils nous retrouveront ?» demanda Élise à voix basse. « Ils essaieront. Mais Henri connaît tous les passages secrets entre ici et la frontière. Et j'ai encore quelques amis fidèles qui nous aideront. Des révolutionnaires comme vous ?» Louis-Étienne sourit. « Des gens qui croient en la justice, comme votre mère. Ils ne sont pas si rares qu'on le croit. » Henri revint de sa reconnaissance. « Maître, j'ai de mauvaises nouvelles. Il y a une patrouille qui fouille la forêt à 2 lieues d'ici. Ils ont des chiens. » Le visage de Louis-Étienne se durcit. « Combien d'hommes? Une dizaine. Bien armés, bien organisés. Ils progressent méthodiquement. Nous devons repartir, immédiatement. Mais les chevaux, tant pis pour les chevaux. À pied, nous serons plus discrets. » Ils réveillèrent doucement Margot et rassemblèrent leurs affaires. Louis-Étienne prit les sacoches les plus lourdes. Henri se chargea des armes et Élise soutint sa mère. « Où allons-nous » murmura Margot, encore engourdie de sommeil. « Vers la liberté, maman. Vers la liberté. » Ils quittèrent la cabane et s'enfoncèrent dans la forêt profonde. Derrière eux, très loin, ils entendèrent les aboiements des chiens qui se rapprochaient inexorablement. La chasse avait commencé. Élise resserra sa cape autour de ses épaules et pressa le pas. Quoi qu'il arrive, elle ne lâcherait pas la main de Louis-Étienne. Ils iraient au bout de cette aventure ensemble, pour le meilleur et pour le pire. Comme ils se l'étaient promis devant Dieu, 3 jours plus tôt, dans une autre vie. Au-dessus d'eux, les étoiles semblaient danser dans le ciel, comme pour saluer leur courage et leur détermination. L'aube était encore loin, mais déjà, dans le cœur d'Élise, un nouveau jour se levait. Un jour où elle n'était plus la misérable orpheline de Briac-sur-Roche, mais la compagne libre d'un homme libre, marchant vers un avenir incertain mais choisi. Et c'était le plus beau cadeau que la vie puisse lui offrir. L'aube pointait à travers les frondaisons quand ils atteignirent le cœur de la forêt de Hautefort. Élise avait les pieds en sang, sa robe était déchirée par les ronces, et sa mère s'appuyait lourdement sur son bras, épuisée par cette marche forcée. Mais ils étaient vivants, et c'était l'essentiel. Henri s'arrêta près d'un ruisseau qui babillait entre les pierres moussues. « Nous pouvons nous reposer ici quelques minutes, » murmura-t-il. « Les chiens perdront notre trace dans l'eau. » Louis-Étienne aida Margot à s'asseoir sur un tronc d'arbre abattu, puis s'agenouilla pour examiner les pieds meurtris d'Élise. « Mon Dieu !» dit-il en découvrant ses chaussures trouées et ensanglantées. « Pourquoi ne m'avez-vous rien dit? À quoi bon ?» répondit-elle avec un sourire las. « Nous n'avions pas le choix. » Il déchira un morceau de sa chemise pour panser ses blessures, ses gestes d'une douceur infinie. « Vous auriez pu rester au village, vivre en sécurité, et vous laisser fuir seul? Jamais. » Elle posa sa main sur la sienne. « Nous avons fait un serment, Louis-Étienne, pour le meilleur et pour le pire. » Il leva les yeux vers elle, et dans ce regard bleu, Élise lut quelque chose qu'elle n'avait encore jamais vu, de l'amour. Pas seulement de la gratitude ou de l'affection, mais un amour profond, vrai qui la bouleversa. « Élise, » commença-t-il. Des aboiements lointains l'interrompirent. Henri bondit sur ses pieds, l'oreille tendue. « Ils nous ont retrouvés. Il faut partir. Maintenant. » Louis-Étienne prit Margot dans ses bras comme un enfant. « Je la porte, » déclara-t-il. « Vous ne tiendrez pas le rythme toutes les deux. » Ils repartirent, pataugeant dans le ruisseau pour brouiller leur piste. L'eau glacée traversait les chaussures d'Élise, mais elle serrait les dents et continuait. Derrière eux, les aboiements se rapprochaient inexorablement.
Par là, indiqua Henri, en désignant un sentier à peine visible qui grimpait vers les hauteurs. Il y a une grotte que je connais, nous pourrons nous y cacher. L'ascension fut un calvaire. Élise glissait sur les pierres humides, s'agrippait aux branches qui lui griffaient les mains, luttait contre la fatigue qui lui pesait sur les épaules comme une chape de plomb. Mais chaque fois qu'elle vacillait, Louis-Étienne était là, l'encourageant du regard, lui tendant la main au passage difficile. La grotte se révéla être une anfractuosité étroite, dissimulée par un rideau de lierre. Henri écarta la végétation et ils s'engouffrèrent dans l'obscurité fraîche. L'endroit était exigu, mais sec et suffisamment profond pour les abriter tous les quatre. « Nous y voilà », souffla Louis-Étienne en déposant délicatement Margot sur le sol rocheux. « Comment vous sentez-vous, madame ?»« Comme une vieille femme qui a trop marché », répondit-elle avec un sourire fatigué, « mais vivante, grâce à vous. » Henri posta en sentinelle près de l'entrée, surveillant les abords. Au dehors, les bruits de la poursuite s'intensifiaient, ordres criés, sabots de chevaux, claquements de fouet sur les flancs des chiens. « Ils sont tout près », murmura-t-il. « Une vingtaine d'hommes, au moins. » Élise se blottit contre Louis-Étienne. Dans la pénombre de la grotte, elle sentait la chaleur de son corps, entendait les battements de son cœur. Cet homme qui avait été duc, qui avait vécu dans les fastes de Versailles, qui avait côtoyé les puissants du royaume, était maintenant un fugitif traqué comme un animal. Et elle était là, à ses côtés, partageant son destin. « Vous regrettez ?» chuchota-t-elle. « Quoi donc ? Votre ancienne vie, les honneurs, la richesse, la cour. » Il eut un petit rire amer. « Vous voulez savoir ce qu'était vraiment ma vie à Versailles? Des heures passées à attendre le bon plaisir du roi, à courber l'échine devant des favoris cupides, à sourire à des gens que je méprisais. Une prison dorée, mais une prison quand même. Et maintenant? Maintenant, je suis libre. Pauvre, traqué, mais libre. » Il resserra son étreinte autour d'elle. « Et j'ai trouvé quelque chose de plus précieux que tous les trésors de France, une femme qui m'aime pour ce que je suis, pas pour ce que je possède. » Des larmes montèrent aux yeux d'Élise. Il avait dit le mot « amour ». Ce sentiment qu'elle n'osait pas encore s'avouer, il l'avait nommé. Louis-Étienne... « Chut !» siffla Henri. « Ils arrivent !» Des voix résonnaient maintenant très près de la grotte. Élise reconnut l'accent sec du capitaine qui les avait interrogés la veille. « Fouillons chaque buisson, chaque rocher, ils ne peuvent pas être loin !»« Mon capitaine, » dit une autre voix, « les chiens ont perdu la piste au ruisseau, ils tournent en rond. Alors battez la forêt mètre par mètre, je veux ce traître vivant !» Élise retenait son souffle. Quelques pas seulement les séparèrent de leurs poursuivants. Si l'un des soldats avait l'idée d'écarter le rideau de lierre, un chien se mit à gratter près de l'entrée de la grotte, gémissant et reniflant. Le cœur d'Élise s'arrêta de battre. « Qu'est-ce qu'il a trouvé, celui-là » grommela un soldat. Les griffes du chien raclaient à la pierre, de plus en plus près. Élise ferma les yeux, certaine que tout était perdu. « Allons, Brutus » cria le dresseur. « Arrête de chasser les lapins, on a autre chose à faire. » Le chien s'éloigna à contre-cœur, entraîné par son maître. Les voix s'estompèrent progressivement, et le silence retomba sur la forêt. Ils attendirent encore 1 heure entière avant qu'Henri ose sortir pour reconnaître les lieux. Quand il revint, son visage était grave. « Ils ont installé un campement au pied de la colline. Ils comptent nous attendre au passage. Combien de temps peuvent-ils tenir ?» demanda Louis-Étienne. « Des jours, des semaines s'il le faut. » Le capitaine a l'air déterminé. La situation devenait critique. Il ne pouvait pas rester indéfiniment caché dans cette grotte, mais il ne pouvait pas non plus sortir sans tomber dans les mains de leurs poursuivants. « Il nous faut une diversion », murmura Louis-Étienne, pensif. « Quelle sorte de diversion ? Quelque chose qui attire les soldats ailleurs, qui nous permette de passer. » Il réfléchit un moment. « Henri, vous souvenez-vous du vieux Pierre Moléon, le braconnier ? Bien sûr. Il vit toujours dans sa cabane, près de l'étang aux carpes. Croyez-vous qu'il accepterait de nous aider? Pour de l'or, Pierre ferait n'importe quoi. » Louis-Étienne sortit une bourse de sa ceinture. « Allez le trouver. Dites-lui de mettre le feu à la ferme abandonnée de Malvoisin, de l'autre côté de la forêt. Quand les soldats iront voir ce qui se passe, nous filerons vers le sud. » Henri prit la bourse et disparut silencieusement dans les taillis.
L'attente commença, interminable et angoissante. Margot dormait, épuisée par cette nuit de fuite. Élise veillait sur elle, tout en observant Louise-Étienne, qui faisait les 100 pas dans l'espace exigu de la grotte. « Et si ça ne marche pas ?» demanda-t-elle. « Ça marchera. Il le faut. Et si Henri ne revient pas ? Il reviendra. Cet homme m'a sauvé la vie une fois. Il recommencera. Pourquoi vous est-il si fidèle ?» Louise-Étienne s'arrêta et la regarda. « Parce que j'ai sauvé son fils, autrefois. Le garçon était accusé de vol dans un village de mes terres. Les autres seigneurs l'auraient fait pendre sans procès. Moi, j'ai enquêté, découvert que le vrai coupable était le greffier local et innocenté l'enfant. Henri ne l'a jamais oublié. Vous voyez, dit doucement Élise, vous étiez déjà un homme bon à l'époque. J'essayais de l'être, mais le système était plus fort que moi, plus maintenant. Maintenant, vous êtes vraiment libre de choisir qui vous voulez être. » Il vint s'asseoir près d'elle et prit sa main. « Et qui voulez-vous que je sois, Élise ? Mon époux, simplement mon époux. » Au loin, une colonne de fumée noire s'éleva soudain au-dessus des arbres. Henri avait réussi. Dans la vallée, ils entendirent les soldats crier, s'agiter, puis le martèlement des sabots qui s'éloignaient vers l'incendie. « C'est le moment », murmura Louise-Étienne. Ils rassemblèrent leurs affaires et sortirent de la grotte. Le soleil brillait maintenant haut dans le ciel, et l'air embaumait la résine et les fleurs sauvages. Pour la première fois depuis le début de leur fuite, Élise eut l'impression qu'ils avaient une chance de s'en sortir, une chance d'être heureux quelque part, loin de tout cela. 3 jours après leur évasion de la forêt de Hautefort, ils atteignirent le domaine de la Roche-Guyon, perché sur une colline escarpée au cœur du Périgord noir. La propriété appartenait à Isabelle de Montclair, une ancienne dame de compagnie de Marie-Antoinette, qui avait discrètement quitté Versailles après avoir embrassé les idées philosophiques. Henri avait retrouvé le petit groupe à la sortie de la forêt, porteur de bonnes nouvelles. La diversion avait parfaitement fonctionné, et ils avaient gagné 2 jours d'avance sur leurs poursuivants. Mais l'épuisement se lisait sur tous les visages, particulièrement sur celui de Margot qui tenait à peine debout. « Nous y voilà !» murmura Louise-Étienne en désignant les tours élégantes qui se dressaient au-dessus des chênes. « Isabelle nous accueillera. Elle déteste le roi, autant que moi. » La châtelaine les attendait sur le perron, informée de leur arrivée par un réseau discret de sympathisants. C'était une femme d'une 40aine d'années, encore belle malgré les premières rides que le chagrin avait creusées autour de ses yeux verts. Vêtue simplement d'une robe de lin, elle avait abandonné les fastes de la cour pour une vie plus authentique. « Louise-Étienne !» s'exclama-t-elle en se précipitant vers eux. « Mon Dieu, dans quel état vous êtes ?» Elle embrassa chaleureusement le fugitif, puis se tourna vers Élise avec un sourire bienveillant. « Et voici donc la courageuse épouse dont Henri m'a parlé dans sa lettre. Ma chère enfant, vous avez l'air épuisée. »« Madame la comtesse !» commença Élise avec une révérence maladroite. « Isabelle, tout simplement, ici, nous sommes tous égaux. » Elle prit le bras de Margot avec sollicitude. « Et voici votre mère. Venez, madame, nous allons vous soigner. Vous avez besoin de repos et de bons soins. » Le château de la Roche-Guyon était un havre de paix après les terreurs de la fuite. Isabelle avait aménagé sa demeure comme un refuge pour les proscrits politiques, écrivains persécutés, nobles en disgrâce, philosophes menacés, s'y succédaient dans le plus grand secret. « Vous êtes en sécurité ici, » expliqua-t-elle en les conduisant vers leurs appartements. « Mes domestiques sont triés sur le volet, et nous avons des guetteurs postés sur toutes les routes. Personne ne peut approcher sans que nous le sachions. » On installa Margot dans une chambre confortable au rez-de-chaussée, avec une femme de chambre pour veiller sur elle. Élise et Louis-Étienne reçurent une suite à l'étage, avec vue sur les jardins à la française qu'Isabelle entretenait avec passion. « Enfin seul », murmura Louis-Étienne en refermant la porte derrière eux. Pour la première fois depuis leur mariage, ils se trouvaient dans une vraie intimité conjugale. La chambre était décorée avec goût. Tenture de soie bleue, mobilier marqué du XVIIIe siècle, cheminée ornée de bronze doré. Mais ce qui frappa le plus Élise, c'est qu'il n'y avait qu'un seul lit. Louise-Étienne suivit son regard et rougit légèrement. « Je peux dormir dans le salon attenant si vous préférez ?»« Non, » dit-elle doucement. « Nous sommes mariés, Louise-Étienne. Vraiment mariés maintenant. »
Il s'approcha d'elle, hésitant. « Élise, êtes-vous sûre? Je ne veux pas. » Elle posa un doigt sur ses lèvres pour le faire taire, puis prit son visage scarifié entre ses mains. « J'en suis sûr. Ces 3 jours ont tout changé. J'ai appris qui vous étiez vraiment et je vous aime. Malgré mes cicatrices, malgré ma laideur, vous n'êtes pas laid, Louis-Étienne. Vous êtes l'homme le plus beau que j'ai jamais rencontré. » Il l'embrassa alors, longuement, tendrement, et Élise sentit tous les murs qu'elle avait érigés autour de son cœur s'effondrer d'un coup. Cet homme était son époux, son amour, son destin. Le lendemain matin, ils descendirent à prendre le petit déjeuner dans la salle à manger, où Isabelle les attendait en compagnie d'un homme qu'Élise ne connaissait pas. C'était un quinquagénaire élégant, aux cheveux grisonnants soigneusement poudrés, vêtu d'un habit de velours vert bouteille. « Permettez-moi de vous présenter Philippe de Beauharnais, » dit Isabelle, « un ami très cher et l'un de nos plus fidèles soutiens. » L'homme s'inclina avec grâce. « Madame la Duchesse, c'est un honneur. Votre époux et moi avons combattu ensemble, autrefois, pour les mêmes idéaux. »« Monsieur de Beauharnais était à Nîmes ?» demanda Élise. « J'ai eu la chance d'échapper au massacre, » répondit-il sobrement. « Mais j'ai perdu beaucoup d'amis ce jour-là. » Pendant le repas, Isabelle et Philippe mirent Louis-Étienne au courant de la situation politique. Le roi resserrait son étau sur les opposants, multipliant les arrestations et les condamnations. Plusieurs de leurs anciens compagnons avaient été exécutés, d'autres croupissaient dans les cachots de la Bastille. « La situation empire de jour en jour », expliqua Philippe. « Le royaume est au bord de l'effondrement financier, mais au lieu de réformer, le roi préfère faire taire ceux qui disent la vérité. » « Et nos idées ?» demanda Louis-Étienne. « Nos écrits ? Ils circulent toujours, clandestinement. Vos réflexions sur la justice sont recopiées de main en main dans toute la France. Les gens ont soif de changement, Louis-Étienne. Votre sacrifice n'a pas été vain. » Élise découvrait une nouvelle facette de son époux, l'écrivain politique. Elle ne savait pas qu'il avait publié des ouvrages, qu'il était devenu une référence pour les partisans de la réforme. « Vous pourriez reprendre votre plume ici, » suggéra Isabelle. « Nous avons une imprimerie clandestine dans les caves du château. Vos écrits pourraient rallier de nouveaux partisans à notre cause. »« Non, » répondit fermement Louis-Étienne. « Cette époque de ma vie est terminée. Je ne veux plus être un leader, un symbole. Je veux simplement être un homme libre, avec sa femme et sa famille. Mais enfin, » protesta Philippe, « vous ne pouvez pas abandonner maintenant. Le peuple a besoin de guides comme vous. Le peuple se passera très bien de moi. » Louis-Étienne prit la main d'Élise. « J'ai trouvé quelque chose de plus précieux que la gloire politique, le bonheur. » Un silence pesant s'abattit sur la tablée. Isabelle et Philippe échangèrent un regard déçu, comme s'ils venaient de perdre un allié essentiel. « Je comprends, » dit finalement Isabelle. « Vous avez assez donné, mais que comptez-vous faire? Gagner l'Espagne, m'installer quelque part sous un faux nom, élever mes enfants dans la paix. » « Vos enfants ?» Isabelle sourit. « Déjà ?» Élise rougit, mais ne démentit pas. Depuis leur nuit d'amour, elle espérait secrètement porter l'enfant de Louis-Étienne. L'après-midi, tandis que les hommes discutaient stratégie dans le bureau, Élise et Isabelle se promenèrent dans les jardins. La châtelaine lui raconta sa propre histoire, son mariage arrangé avec un comte libertin, sa découverte de la philosophie des Lumières, sa rupture progressive avec la cour et ses valeurs. « Vous avez de la chance, » dit-elle, en s'arrêtant près d'un bassin où des carpes dorées évoluaient paresseusement. « Vous avez trouvé l'amour avec un homme qui partage vos idéaux. » « Mais comment savez-vous que je partage ces idéaux ? Parce que vous êtes ici, ma chère, parce que vous avez tout quitté pour le suivre. Une femme ne fait cela que si elle croit en quelque chose de plus grand qu'elle-même. » Élise réfléchit à ces paroles. Avait-elle vraiment embrassé les idées révolutionnaires de son époux, ou l'avait-elle simplement suivi par amour? « Vous savez, » continua Isabelle, « j'envie votre jeunesse, votre capacité à tout recommencer. Moi, je suis trop vieille pour fuir. Mon combat se terminera ici, dans ce château, en attendant que les idées triomphent ou que les soldats du roi viennent m'arrêter. Vous ne regrettez pas? Jamais. Même si je dois mourir pour mes convictions, j'aurai vécu selon mes principes. C'est plus que beaucoup peuvent en dire. » Le soir venu, ils dînèrent tous ensemble,
dans la grande salle du château. L'atmosphère était plus détendue, empreinte de cette mélancolie douce qui accompagne les adieux. Car ils savaient tous que Louise-Étienne et Élise repartiraient bientôt vers un avenir incertain mais libre. « À votre bonheur », dit Isabelle en levant son verre, « et à la liberté, sous toutes ses formes. »« À la liberté », répétèrent-ils en chœur. Élise but son vin en regardant Louise-Étienne. Dans ses yeux, elle lisait la paix retrouvée, l'apaisement de celui qui a enfin trouvé sa voie. Il ne serait plus jamais le duc de Bellecroix, mais il pouvait devenir l'homme qu'il avait toujours rêvé d'être, et elle serait là pour l'accompagner dans cette nouvelle existence, quoi qu'il arrive. Cette nuit-là, blottie contre lui dans le grand lit à baldaquin, elle écouta son cœur battre régulièrement contre sa joue. Demain, il reprendrait la route vers l'Espagne et l'inconnu. Mais ce soir, ils étaient simplement un homme et une femme qui s'aimaient, à l'abri dans un château perdu au cœur de la France. Et c'était suffisant pour être heureux. Ils avaient passé 5 jours paisibles au château de la Roche-Guyon, quand tout bascula. C'était un matin de septembre aux couleurs dorées, et Élise cueillait des roses dans le jardin d'Isabelle lorsque Henri vint la trouver, le visage grave. « Madame, dit-il à voix basse, il faut que vous veniez immédiatement. Nous avons un problème. » Élise abandonna son panier de fleurs et suivit le vieil homme jusqu'au bureau où Louise-Étienne et Philippe de Beauharnais étudiaient des cartes routières. L'atmosphère était tendue, électrique. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle. Louise-Étienne leva vers elle un visage bouleversé. « Nous avons été trahis, Élise. Quelqu'un a vendu notre cachette aux autorités. »« Comment le savez-vous » Notre guetteur de la route de Périgueux a vu une colonne de dragons qui se dirigeait vers ici. Ils seront là dans moins de 2 heures. Élise sentit le sol se dérober sous ses pieds. Après ces quelques jours de bonheur parfait, la réalité les rattrapait brutalement. Mais qui a pu nous trahir? Philippe et Louise-Étienne échangèrent un regard lourd de sous-entendu. « Nous pensons le savoir », dit Philippe d'une voix amère. Il n'y a eu qu'une seule personne extérieure au château ces derniers jours. Qui cela? Le père Augustin, révéla Louise-Étienne. Il est venu hier rendre visite à Isabelle, prétendument pour bénir sa chapelle. Élise eut l'impression de recevoir un coup de poignard. Père Augustin, mais comment aurait-il su que nous étions ici? Il nous a suivis, sans doute. Ou alors, il a fait parler quelqu'un au village. Louise-Étienne serra les poings. Cet homme a toujours détesté ma famille. Mon père lui avait retiré sa confiance après un scandale d'argent. Quoi qu'il en soit, intervint Henri, nous devons partir. Maintenant. Impossible, répondit Philippe. Ils ont cerné la région. Toutes les routes sont surveillées. Alors, nous sommes pris au piège? Pas forcément. Isabelle venait d'entrer, vêtue d'une robe de voyage. Il reste une solution. Laquelle? Les souterrains. Ce château date du Moyen-Âge, il était relié par des tunnels secrets aux abbayes voisines. L'un d'eux débouche à 3 lieues d'ici, près de la ferme des Pradelles. Louise-Étienne se redressa, soudain plein d'espoir. Ces tunnels sont encore praticables? Je l'ignore. Personne ne les a empruntés depuis des décennies, mais c'est notre seule chance. En hâte, ils rassemblèrent leurs affaires. Margot, réveillée en sursaut, ne comprenait pas cette agitation soudaine, mais elle suivit sans poser de questions, habituée maintenant au retournement de situation. Isabelle les conduisit dans les caves du château, éclairant le chemin avec une torche. Au fond d'un cellier poussiéreux, elle déplaça une lourde pierre qui masquait l'entrée d'un boyau étroit. « Voilà », dit-elle en leur tendant des chandelles. « Suivez toujours le tunnel principal. Ne vous engagez jamais dans les embranchements latéraux. Au bout de 2 heures de marche, vous devriez voir la lumière du jour. » Louise-Étienne la prit dans ses bras. « Isabelle, comment vous remercier? Vous risquez votre vie pour nous. C'est normal. Nous sommes de la même famille, celle des proscrits et des rêveurs. » Elle embrassa Élise avec affection. « Prenez soin de lui, ma chère, et surtout, soyez heureuse. C'est la plus belle vengeance contre ceux qui nous persécutent. Et vous, qu'allez-vous devenir? Je vais les accueillir comme une parfaite châtelaine. Je leur offrirai le thé et je jouerai l'ignorance. Avec un peu de chance, ils me croiront. Philippe sera la main de Louise-Étienne. Adieu, mon ami. Puissiez-vous trouver la paix que vous méritez. Adieu, Philippe. Continuez le combat pour nous tous.
Ils s'engagèrent dans le tunnel, laissant derrière eux la lumière rassurante du château. Le passage était étroit, humide, envahi par les toiles d'araignée. L'air sentait le moisi et la terre humide, et leurs pas résonnaient sinistrement sur les dalles disjointes. Margot s'appuyait lourdement sur le bras d'Élise, épuisée par cette nouvelle épreuve. « Ma chérie, » murmura-t-elle, « combien de temps encore devrons-nous fuir ? Je ne sais pas, maman, mais Louise-Étienne nous protégera. J'en suis sûre. » Devant eux, Henri ouvrait la marche, sa torche traçant des ombres dansantes sur les murs suintants. Louise-Étienne fermait la marche, jetant régulièrement des coups d'œil derrière eux pour s'assurer qu'ils n'étaient pas suivis. Au bout d'une heure de progression pénible, ils atteignirent un carrefour où 3 tunnels se rejoignaient. Henri hésita, examinant les 3 ouvertures. « Lequel prendre ?» demanda Louise-Étienne. « Isabelle a dit le tunnel principal, mais… » Henri fronça les sourcils. « Ils se ressemblent tous. Il faut choisir. Nous ne pouvons pas rester ici. » Henri opta pour le tunnel de droite, le plus large. Ils reprirent leur marche, mais au bout de quelques minutes, Élise eut l'impression que l'air se raréfiait. « Attendez, dit-elle, je crois que nous nous trompons de chemin. » « Pourquoi ? » « L'air, il devient de plus en plus vicié. Si nous allions vers la sortie, il devrait être plus frais. » Louis-Étienne s'arrêta et huma l'atmosphère. « Elle a raison, nous nous enfonçons au lieu de remonter. » Ils rebroussèrent chemin jusqu'au carrefour et prirent cette fois le tunnel de gauche. Cette fois, l'air sembla effectivement plus respirable et une légère brise venait de l'avant. « Écoutez, » murmura soudain Margot, « j'entends quelque chose. » Ils tendirent l'oreille. Au loin, très faiblement, leur parvenait un bruit d'eau courante. « Une rivière, » dit Henri avec soulagement. « Nous sommes sur la bonne voie. » Ils pressèrent le pas, encouragés par cette découverte. Le tunnel commençait à remonter, et par moments, des bouffées d'air frais leur parvenaient, chargées d'odeurs de mousse et de feuilles mortes. Enfin, après ce qui leur parut une éternité, ils aperçurent un rail de lumière dorée au bout du passage. La sortie. Ils émergèrent dans un bosquet de châtaigniers, près d'un ruisseau qui babillait joyeusement sur son lit de galets. Le soleil de l'après-midi filtrait à travers les feuillages, et jamais la lumière du jour ne leur avait paru si belle. « La ferme des Pradelles doit être par là, » dit Henri en désignant une colline proche. « Nous y trouverons des chevaux et de quoi nous restaurer. » Mais comme ils se dirigeaient vers la ferme, des éclats de voix leur parvinrent. Louise-Étienne fit signe aux autres de se cacher derrière un bosquet et rampa jusqu'au sommet d'une butte pour observer les lieux. Il revint le visage sombre. « Des soldats !» annonça-t-il. « Ils ont investi la ferme. Nous sommes attendus. »« Comment est-ce possible ?» s'exclama Élise. « Personne ne pouvait savoir que nous emprunterions ce passage. »« Si !» dit amèrement Louise-Étienne. « Quelqu'un qui connaît parfaitement la région et les habitudes d'Isabelle. »« Qui ?» Philippe de Beauharnais. Élise eut l'impression que le monde s'écroulait autour d'elle. « Philippe ? Mais c'est votre ami. Je le croyais. Mais réfléchissez, qui d'autre pouvait savoir que nous passerions par les souterrains? Qui d'autre connaît assez bien Isabelle pour prévoir ses réactions ?» Henri hocha la tête sombrement. « Maître, je crois que vous avez raison. Hier soir, je l'ai vu sortir discrètement du château. Il a prétendu prendre l'air, mais… il est allé prévenir les soldats. » Louis-Étienne serra les poings. « Nous avons été joués depuis le début. La trahison était encore plus cruelle que celle de Père Augustin. Philippe était un homme en qui Louis-Étienne avait eu confiance, un compagnon de lutte qu'il considérait comme un frère. « Que faisons-nous maintenant ?» demanda Élise d'une voix blanche. Louis-Étienne regarda autour de lui. Ils étaient cernés, sans chevaux, sans provisions, avec une femme âgée et aveugle à protéger. La situation semblait désespérée. « Nous continuons à pied, » dit-il finalement, « vers le sud. Nous éviterons les fermes et les villages. Nous vivrons de chasse et de cueillette. Combien de temps pour atteindre l'Espagne? 2 semaines, peut-être 3, si nous tenons le coup. » Élise regarda sa mère épuisée, Louise-Étienne marqué par les épreuves, Henri vieillissant. Aurait-il la force d'accomplir un tel périple? « Nous y arriverons, » dit-elle avec une détermination qui la surprit elle-même. « Nous avons surmonté tant d'obstacles, nous y arriverons. » Louis-Étienne lui sourit avec tendresse. « Oui, dit-il, ensemble nous y arriverons.
Au loin, ils entendaient les soldats fouiller la ferme des Pradelles, aboyant des ordres et renversant tout sur leur passage. Mais déjà, les fugitifs s'enfonçaient dans la forêt profonde, unis dans l'adversité, portés par l'espoir d'une liberté qui semblait si proche et pourtant si lointaine. La véritable épreuve ne faisait que commencer. 15 jours s'étaient écoulés depuis leur fuite du château de la Roche-Guyon. 15 jours de marche forcée à travers les montagnes du Quercy, de nuits passées à la belle étoile, de repas composés de racines et de baies sauvages. Ils avançaient comme des fantômes, à travers une France hostile, évitant les routes principales, se cachant au moindre bruit de sabots. Margot ne tenait plus debout. La pauvre femme, épuisée par ces semaines d'épreuves, s'affaiblissait de jour en jour. Ses jambes ne la portaient plus, et il fallait maintenant la soutenir en permanence. Elle, qui avait accepté l'aventure avec tant de courage, était au bout de ses forces. « Ma chérie » murmura-t-elle à Élise, tandis qu'elle se reposait près d'un ruisseau. « Je ne pourrai pas aller plus loin. »« Ne dites pas cela, maman. L'Espagne n'est plus très loin. Henri dit que nous avons franchi la moitié du chemin. Regarde-moi, Élise. » Margot prit les mains de sa fille dans ses mains décharnées. « Je suis en train de mourir. Mes forces m'abandonnent. » Élise sentit les larmes monter à ses yeux. Sa mère avait maigri de façon effrayante, ses joues s'étaient creusées et sa respiration était devenue sifflante. La fièvre la prenait parfois et elle délirait, appelant son défunt époux. « Nous allons trouver un village, dit Élise. « Un médecin? Un village ?» Margot eut un rire amer. « Pour qu'on nous dénonce aux autorités? Non, ma chérie, mon sort est scellé. Mais toi, tu dois continuer. » Louis-Étienne s'approcha, le visage grave. Lui aussi avait beaucoup changé en 2 semaines. Ses vêtements étaient en lambeaux, sa barbe avait poussé, et ses yeux bleus s'étaient creusés. Mais il gardait cette noblesse naturelle qui en imposait même dans l'adversité. « Comment va-t-elle » demanda-t-il doucement. « Mal » répondit Élise en essuyant ses larmes. « Très mal. » Il s'agenouilla près de Margot et lui prit le pouls. Son visage se rembrunit. Le cœur s'emballe. Et cette fièvre, combien de temps? Murmura Élise. Quelques jours, peut-être moins. Élise s'effondra. Après tout ce qu'ils avaient traversé, après tant d'espoir et de souffrance, sa mère allait mourir ici, dans cette forêt hostile, loin de tout secours. Il faut l'installer confortablement, dit Louis-Étienne. Henri a repéré une cabane de berger abandonnée, à un quart de lieue d'ici. Nous y serons à l'abri. Ils transportèrent Margot jusqu'à la cabane, une construction rustique mais solide, perdue au milieu d'un vallon sauvage. Henri alluma un feu dans l'âtre, et ils installèrent la malade sur un lit de mousse et de fougères séchées. Cette nuit-là, Élise veilla sa mère, lui tenant la main, lui murmurant des mots d'amour et d'encouragement. Margot divaguait parfois, revivant des épisodes de sa jeunesse, appelant des morts depuis longtemps disparus. « Élise !» dit-elle soudain d'une voix claire, dans un moment de lucidité. « Promets-moi quelque chose. Tout ce que vous voudrez, maman. Promets-moi d'être heureuse. Quoi qu'il arrive, sois heureuse. Tu as trouvé un homme bon, un homme qui t'aime. C'est un trésor plus précieux que tous les royaumes du monde. Je vous le promets. Et donne-moi des petits-enfants, des enfants libres, qui grandiront sans peur, sans humiliation. » Élise porta instinctivement la main à son ventre. Depuis quelques jours, elle soupçonnait porter l'enfant de Louis-Étienne, les nausées matinales, le retard de ses règles. Mais elle n'avait rien dit, de peur d'ajouter une inquiétude supplémentaire à leur tourment. « Vous en aurez, maman, je vous le jure. » Margot sourit et ferma les yeux. « Alors je peux partir en paix. » Elle mourut à l'aube, paisiblement, tenant la main de sa fille. Élise pleura longuement, berçant le corps inerte de celle qui avait été son seul repère dans ce monde cruel. Louis-Étienne et Henri creusèrent une tombe au pied d'un grand chêne sur une butte qui dominait la vallée. Ils n'avaient pas de prêtre pour bénir la sépulture, mais Louis-Étienne récita de mémoire les prières qu'il connaissait, et Élise déposa sur la tombe un bouquet de fleurs sauvages. « Elle a eu une belle mort, » dit-il, pour consoler sa femme. Entourée de ceux qu'elle aimait, après avoir vu sa fille heureuse. Beaucoup n'ont pas cette chance. « Je sais, » murmura Élise, « mais elle me manquera tellement. Elle vivra à travers vous, à travers nos enfants. »
Élise leva les yeux vers lui. Nos enfants, n'est-ce pas ce que vous espérez? Il posa délicatement sa main sur le ventre de sa femme. Henri m'a dit que vous étiez souffrante le matin. Elle rougit. Comment avez-vous deviné? Je vous observe, Élise. Je connais maintenant chacune de vos expressions, chacun de vos gestes. Il l'a pris dans ses bras. Vous portez notre enfant, n'est-ce pas? Je crois, oui. Mais avec toutes ces épreuves, cette fatigue, raison de plus pour atteindre l'Espagne rapidement. Notre enfant naîtra libre, sur une terre libre. Cette promesse donna à Élise le courage de reprendre la route. Ils quittèrent la tombe de Margot le cœur lourd, mais avec une détermination nouvelle. L'enfant qu'elle portait était l'avenir, l'espoir, la justification de tous leurs sacrifices. Les jours suivants furent plus difficiles encore. Sans Margot à protéger, ils purent accélérer l'allure, mais la tristesse d'Élise pesait sur le groupe comme un voile de deuil. Louis-Étienne la soutenait de son mieux, multipliant les attentions et les encouragements. « Regardez, dit-il un matin en désignant l'horizon. Ces montagnes, là-bas, ce sont les Pyrénées. Nous approchons du but. » En effet, au loin se dessinait la chaîne majestueuse qui séparait la France de l'Espagne. Quelques jours encore, et ils seraient en sécurité. Mais le destin leur réservait une dernière épreuve. C'est Henri qui les aperçut le premier. Une troupe de cavaliers qui remontait la vallée dans leur direction. Même à distance, on reconnaissait les uniformes bleus des dragons royaux. « Comment nous ont-ils retrouvés » murmura Élise, terrifiée. « Peu importe, » répondit Louis-Étienne. « Il faut fuir. » Encore. Ils abandonnèrent le sentier et s'enfoncèrent dans un chaos de rochers et de broussailles. Derrière eux, les soldats avaient mis pied à terre et les poursuivaient à pied, gagnant inexorablement du terrain. « Arrêtez-vous » cria une voix qu'Élise reconnut avec horreur. « Au nom du roi !» C'était le capitaine qui les avait interrogés dans la bibliothèque des semaines plus tôt. Cet homme les traquait depuis le début, avec une obstination de limier. « Rendez-vous, d'Aubray !» hurla-t-il. « Vous ne pouvez plus nous échapper. » Louis-Étienne s'arrêta brusquement et fit face à Élise. « Partez !» dit-il. « Prenez Henri et continuez vers l'Espagne. »« Jamais. Élise, vous portez notre enfant. Vous devez vous sauver. »« Pas sans vous. Je vais les retarder. Me rendre peut-être. Négocier. Nous partons ensemble ou nous restons ensemble. » Les soldats se rapprochaient. Louis-Étienne regarda sa femme, cette jeune paysanne devenue duchesse par amour, qui refusait de l'abandonner même face à la mort. « Soit, dit-il. Ensemble, alors. » Il prit sa main, et ils reprirent leur fuite vers les Pyrénées qui se dressaient devant eux, si proches, et pourtant si lointaines. Derrière eux, les cris des soldats résonnaient dans la montagne, de plus en plus près. L'ultime course vers la liberté venait de commencer. La course vers les Pyrénées se transforma en une montée vertigineuse, à travers des éboulis et des à-pics rocheux. Élise avait les poumons en feu, ses jambes tremblaient de fatigue, mais elle continuait, portée par une volonté surhumaine. Derrière eux, les soldats gagnaient du terrain, leurs cris se rapprochant inexorablement. « Là !» cria Henri en désignant une crête rocheuse. « De l'autre côté, c'est l'Espagne !» L'espoir renaît dans le cœur d'Élise. Quelques centaines de mètres encore, et il serait libre. Louis-Étienne la soutint dans les derniers mètres de l'ascension, ses mains fermes et rassurantes malgré l'urgence. Mais arrivés au sommet, ils découvrirent avec horreur qu'une autre troupe de soldats les attendait de l'autre côté, bloquant le passage vers l'Espagne. Ils étaient encerclés, pris au piège, entre deux forces ennemies. « C'est fini », murmura Henri, les épaules affaissées par la défaite. « Non !» s'écria Louis-Étienne avec une dernière flamme de révolte. « Nous ne nous rendrons pas !» Il tira son épée, prêt à vendre chèrement sa vie. Mais Élise posa une main apaisante sur son bras. « Louis-Étienne !» dit-elle d'une voix douce. « Regardez !» Elle désignait une anfractuosité dans la roche, à quelques pas de là. Une cavité juste assez large pour une personne, qui semblait descendre vers les versants espagnols. « Vous pouvez passer, » continua-t-elle. « Vous êtes encore mince. Vous pourrez vous faufiler. Et vous ? Moi, je suis trop... » Elle posa une main sur son ventre qui commençait à s'arrondir. « L'enfant me rend trop large. Je ne passerai pas. » Louis-Étienne comprit immédiatement ce qu'elle suggérait.
Son visage se décomposa. « Jamais je ne vous abandonnerai pas. Vous ne m'abandonnez pas. Vous sauvez notre enfant. » Élise lui prit le visage entre ses mains. « Écoutez-moi bien, ils me feront peut-être un procès, mais ils ne tueront pas une femme enceinte. J'ai des chances de survivre. Vous, en revanche, Élise, non. Si vous m'aimez vraiment, partez, gagnez l'Espagne, attendez-moi. Un jour, quand les choses auront changé, quand la France sera devenue juste et libre, je vous rejoindrai, avec notre enfant. » Les soldats approchaient. Leur voix résonnait maintenant très près, et le cliquetis de leurs armes se faisait entendre. « Promettez-moi, » insista Élise, les larmes aux yeux. « Promettez-moi de vivre, de continuer à croire en vos idéaux, de préparer un monde meilleur pour notre enfant. » Louis-Étienne la regarda longuement, et dans ses yeux bleus, Élise lut tout l'amour du monde. Puis il l'embrassa passionnément, comme si ce baiser devait leur durer une éternité. « Je vous aime », murmura-t-il contre ses lèvres. « Je vous aimerai jusqu'à mon dernier souffle. Moi aussi je vous aime. »« Maintenant, partez !» Henri avait déjà disparu dans la fissure rocheuse. Louis-Étienne hésita encore un instant, puis se glissa à son tour dans l'étroit passage. Sa silhouette s'amenuisa, puis disparut complètement. Élise se retrouva seule au sommet de la montagne, face aux soldats qui arrivaient des deux côtés. Elle se redressa, retrouvant cette dignité que la misère n'avait jamais pu entamer, et attendit. Le capitaine surgit le premier, l'épée à la main, le visage rouge d'épuisement et de colère. « Où est-il » aboya-t-il. « Où est passé le traître ?»« Qui cela ?» répondit Élise avec un calme olympien. « Ne jouez pas à la sotte, Daubrée, votre complice. Je ne connais personne de ce nom. Je m'appelle Élise Ferraud, et je voyageais avec mon époux Mathurin quand vous nous avez attaqués. » Le capitaine la gifla violemment. « Menteuse, nous savons qui vous êtes. » Élise encaissa le coup sans broncher. « Frappez-moi tant que vous voudrez. Cela ne changera rien à la vérité. » Les soldats fouillèrent les environs, sondèrent chaque recoin, chaque fissure. Mais le passage était trop étroit pour qu'ils s'y risquent, et d'ailleurs, Louis-Étienne avait déjà trop d'avance. « Il nous a échappé, » grommela un sergent. « Cette garce nous a fait perdre du temps. »« Peu importe, » répliqua le capitaine. « Nous tenons sa complice, elle parlera. » Ils redescendirent vers la vallée, Élise prisonnière au milieu d'eux. Elle ne se retourna pas, ne chercha pas à apercevoir une dernière fois l'homme qu'elle aimait. Elle savait qu'il était en sécurité maintenant, et c'était tout ce qui comptait. 6 mois plus tard, dans les geôles de la prison de Périgueux, Élise donna naissance à une petite fille aux yeux bleus comme ceux de son père. Elle l'appela Espérance, car c'était tout ce qui lui restait, l'espoir de retrouver un jour celui qu'elle aimait. Son procès avait eu lieu 3 mois plus tôt. Comme elle l'avait prévu, les juges avaient hésité à condamner une femme enceinte. Sa peine avait été commuée en emprisonnement à vie, mais Élise savait que rien n'était définitif. Les temps changeaient. Les idées de Louis-Étienne se propageaient dans tout le royaume. Et un jour, peut-être, « Madame, » dit la geôlière en entrant dans sa cellule, « vous avez une visite. » Élise leva les yeux de son enfant qu'elle allaitait. Une visite? Qui pouvait bien venir la voir dans ce cachot sordide? La femme qui entra la fit sursauter. C'était Isabelle de Montclair, mais comme elle avait changé, vêtue de noir, amaigrie, vieillie de 10 ans. « Isabelle, que faites-vous ici? Comment… » « J'ai été libérée il y a 1 semaine, » expliqua la comtesse en s'asseyant sur l'unique chaise de la cellule. « Faute de preuves suffisantes, mes relations à la cour ont joué en ma faveur. »« Et Louis-Étienne? Avez-vous des nouvelles ?» Le visage d'Isabelle s'illumina. « Il va bien. Il vit sous un faux nom dans un petit village près de Séville. Il attend, il espère, et il écrit. Il écrit ses mémoires, l'histoire de votre amour, de votre courage. Il raconte comment une simple paysanne de Briac-sur-Roche a sauvé un duc de France par la seule force de son cœur. » Élise sentit les larmes monter à ses yeux. « Il pense encore à moi, chaque jour. Il m'a chargé de vous dire qu'il vous attendrait éternellement et qu'il prépare déjà une chambre pour sa fille. Sa fille, comment sait-il? Il le sait. Il l'a toujours su. » Isabelle sourit en regardant le bébé. « Elle lui ressemble, n'est-ce pas? Ses yeux bleus, ce port de tête, une vraie petite duchesse. Isabelle, pouvez-vous lui faire parvenir une lettre? »
Bien sûr. Élise prit la plume et le papier qu'Isabelle lui tendait et écrivit quelques mots d'une main tremblante. « Mon amour, notre fille est née. Elle s'appelle Espérance, comme l'espoir qui me garde en vie. Je pense à vous chaque instant. Un jour, nous serons réunis. Un jour, nous serons libres. Attendez-moi. Je vous aime, Élise. » Quand Isabelle fut repartie, Élise serra son enfant contre elle et regarda par la minuscule fenêtre de sa cellule. Au loin, par-delà les collines du Périgord, se dressaient les Pyrénées. Quelque part derrière ces montagnes, Louis-Étienne l'attendait. La route avait été longue depuis ce matin d'octobre, où le moulin avait brûlé à Briac-sur-Roche. Elle avait perdu sa mère, sa liberté, sa jeunesse insouciante. Mais elle avait gagné l'amour, la fierté, et cette petite fille qui gazouillait dans ses bras. L'enfant d'un roi sans royaume et d'une paysanne devenue duchesse. L'enfant de la liberté et de l'espoir. Un jour, les portes de cette prison s'ouvriraient. Un jour, la France changerait. Un jour, elle retrouverait l'homme qui lui avait appris que l'amour vrai peut transformer les âmes et bouleverser les destins. En attendant, elle avait espérance. Et c'était suffisant pour continuer à croire. Le soleil se couchait sur Périgueux, dorant les toits de la vieille ville. Quelque part en Espagne, Louis-Étienne regardait le même soleil en pensant à elle. Et dans cette communion silencieuse par-delà les frontières, Élise puisait la force de supporter un jour de plus, puis un autre, puis tous ceux qui viendraient. Car l'amour véritable ne connaît ni les prisons ni les distances. Il attend, simplement, comme elle attendrait, pour l'éternité s'il le fallait.